Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Name's Bond, James Bond. Vous aimez le cinéma? Une seule émission est faite pour vous, c'est le Late Show, et c'est maintenant. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous 100% pop culture, cinéma, séries télé, sur Twitch et toutes les plateformes audio que vous pouvez connaître. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Comment ça va? Bonsoir, très bien. Oh très là bien, là, impeccable. Très heureux, un peu stressé de commencer cette nouvelle saison Oui. avec vous, bien évidemment. Oula, ce regard là avec vous les amis. Ouais, mais il a Avec l'habitude, vous. Ekichi. Ah bah il a l'habitude, un vrai Un peu cinéaste. perdu, un peu perdu là. Un vrai ça va cinéaste. revenir. Peut-être. Ok, donc comme je vous l'avais pu l'entendre, il y a Ekichi qui est sur ma gauche. Bonsoir Ekichi. Bonsoir, bonjour, bonne nuit. Je suis très Et content. bienvenue sur ce live. Oui, mais je suis très content les amis, ça m'avait manqué un peu de faire du late un peu avec vous, donc c'est cool. Et c'est cool de te retrouver, tu n'étais pas là pour la dernière de la saison 5, donc c'est très très cool. Merci beaucoup Ekichi d'être présent. Il y a Lucas, bonsoir Lucas. Bonsoir et bonsoir à vous, toi derrière ton écran. Oh le Franck Dubosc Allez, du pauvre. Oh le Franck Dubosc du pauvre. En fait, Oui, vous voulez bonsoir me mettre la public. pression, les salauds, Comment ça va Lucas? Bon, ça va tranquille. Est-ce que tu es en forme oui, ce soir? bah, bien sûr, Bien plaisir de revenir. Oui. Et en live en plus. Tu étais là pour la dernière par contre. Bah oui. T'as du vu des coup, beaux je suis films là cet pour la été? première. Bon, pas beaucoup. C'était les vacances, hein. grave. Oui, hein, il faut. Hein. Et il y a à côté de toi Jérôme. Bonsoir Jérôme. bonsoir à tout le monde. Hein, salut. Bon là on n'est même pas sur Franck Dubosc les amis, c'est une catastrophe. Vraiment c'est... Bah oui, Avec sa joie habituelle. Je ça- suis la catastrophe. Non, je Incarné, plaisante. Je suis très évidemment. content que tu sois avec nous Jérôme pour cette première. Bon, comme vous le voyez, il y a un siège vide, bien entendu. Il devait y avoir Maxou pour les intimes, mais il ne peut pas venir. Donc bon bah écoutez, voilà, c'est la vacherie, quoi. Ouais, non, par la vacherie, ça fait chier de pas l'avoir parce que bon, il devait vraiment être là et Ouais, puis bon, là, ça lui tenait à cœur. c'est ça. Donc il Mais sera on là pense pour la fort à lui, prochaine. on lui fait des gros Ouais, bisous. et on et, fait un gros bisou. Gros à Maxime, bisous ouais. Maxou, voilà d'être là. Je vois que vous êtes déjà un petit peu présents sur le chat les amis, ça fait extrêmement plaisir. On a Mastozo qui est là et qui nous fait oh là là, voilà. Donc et on a Petit Motard, je crois que justement c'est Maxou, voilà, qui nous fait un petit coucou. Au programme de cette émission les amis, donc on va parler cinéma, on va parler séries télé, hein, c'est un peu notre credo si vous ne nous connaissez pas, parce qu'on est dispo sur toutes les plateformes audio, YouTube aussi en review, et donc c'est un vrai plaisir qu'on va pouvoir vous retrouver avec justement la vidéo. Je voulais d'abord vous féliciter si vous êtes présents sur le live, parce que vous avez échappé au combat de Tyson Fury, si je me trompe pas, à la finale de la Coupe du Monde de rugby. Je crois qu'il y a aussi des matchs de football entre le multiplex de la Ligue 2. Il y a un gros match de Ligue 1 qui est Lens-Nantes ou un truc comme ça. Bref, si vous êtes sur le live, je vous dis bravo. Tout ça, c'est dérisoire. Ouais. Dérisoire. Voilà, on va parler cinéma en tout cas ce soir avec nous et avec grand plaisir. On va faire une première partie de soirée donc qui sera sur L'Exorciste Dévotion pour notre premier box-office de la saison 6. Ensuite, il y aura ma chronique donc qui est la nouvelle dimension. Voilà, vous avez eu un petit extrait donc lors de la dernière saison où j'avais fait une chronique qui n'avait pas de titre. D'ailleurs, on l'avait appelé comme ça, la chronique de Dim qui n'a pas de titre sur le replay de la dernière émission. Et on terminera pas, mais ensuite on continuera avec le box-office sur Killers of the Flower Moon, le dernier Martin Scorsese. Et par contre, on terminera l'émission avec l'Izakaya de Ikichi, on va dire cette petite Izakaya de Ikichi qui a complètement changé de forme. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, Ikichi? Eh bien oui, on est parti sur un format un peu moins solennel où ça va être juste un débat entre potes, comme s'ils étaient dans un izakaya, au bistrot. Vous allez réagir en même temps que moi, je vais peut-être vous lancer de temps en temps, mais ça va être vraiment plus chill, il y aura plus vraiment de quiz, de vrai ou faux, ou d'anecdotes. Enfin, les anecdotes, ça arrivera peut-être, mais voilà, ce sera principalement dans le thème d'un izakaya, d'un bar, d'un bistrot, d'un petit débat entre potes. Ok, bon bah écoutez, je pense que ça c'est plutôt pas mal. Eh ben merci beaucoup pour ça, Ekichi. Mais il n'y a pas que nous, puisque maintenant aussi avec cette nouvelle saison, Gary qui est à la régie aujourd'hui peut parler. Bonsoir Gary, comment ça va?
Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Voilà, maintenant vous avez en fait l'audio de la régie et d'ici le mois prochain, normalement, vous aurez aussi la vidéo de la régie. Voilà, donc Gary sera aussi en simultané avec vous et avec nous. Voilà, c'est un petit peu les évolutions de la saison 6, l'image, tout ça. On essaye d'être un peu plus professionnel. évolution. Est-ce que ça vous va ? Ah bah très bien, très bien. Voilà, super. Ben, on va continuer justement dans la découverte de la nouvelle DA pour Twitch avec le premier box-office. C'est parti, générique. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de L'Exorciste Dévotion, le nouveau film de David Gordon Green. Tout de suite, extrait vidéo. Bip, 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 bip. C'est le battement de son cœur. Ils battent à l'unisson. Dieu t'a joué un sale tour. Et de retour sur le live, donc L'Exorciste Dévotion réalisé par David Gordon Green. On retrouve en acteur Linda Blair qui était donc dans le premier Exorciste. Il y a aussi Ellen Burstyn qui était dans le premier Exorciste aussi. Donc le premier Exorciste que je veux vous dire, c'est l'Exorciste de 1973 réalisé par William Friedkin. Voilà, le synopsis il est plutôt simple. Donc deux enfants, deux collégiennes, deux lycéennes, je ne sais pas du tout, c'est des lycéennes ou des c'est des collégiennes. Ouais, des collégiennes, vraiment très, oui, très 12 ans, jeunes. 12 ans, ils ont dit. 12 ans, donc des collégiennes en fait aux États-Unis vont essayer de rentrer en connexion avec la mère de l'une des deux qui est décédée et ça va mal tourner, elles vont se faire posséder par le premier démon qui a aussi possédé la fille qu'on avait dans l'exorciste de William Friedkin. C'est ça le pitch. Et ensuite après, il y a pas de rebondissement, je vais pas vous le cacher dans ce film. Voilà, je vous ai donné l'histoire, c'est ça. C'est brut de pomme comme on dit. Voilà, c'est l'exorciste et ça doit être une trilogie et ça fait peur. Donc voilà. J'ai pas l'info. Ah si, c'est une nouvelle trilogie. Oui, alors un premier qui rentre en matière, c'est pauvre. Oui, exactement. C'est probablement ce qu'il y a de plus effrayant. C'est là, ouais. Exactement. Non mais je suis totalement d'accord. Voilà, donc justement, les amis, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur le film ? Jérôme, est-ce que tu peux bien nous dire un petit peu ce que tu as pensé de ce film durant ta séance ? Déjà d'une, est-ce que c'était une bonne séance ? Est-ce qu'il y avait un petit peu des perturbateurs, des choses comme ça ? Moi, je vous avoue, j'en ai pas eu. Parce qu'on sait que les films d'horreur amènent ce genre de public. Donc, est-ce que tu en as eu ou non ? Non, carrément pas. Non, il y avait des couples ou des duos de filles qui venaient voir donc ce film-là, sans doute pour l'épouvante et pas de bol quoi. Elles sont mal tombées, toutes ces personnes, puisque il y a rien. Il y a des jumpscares pétés. Ah non, il y en a qu'un jumpscare. Moi j'ai trouvé qu'il n'y en avait qu'un seul jumpscare. Ah ouais, non, il y en a quelques-uns, mais c'est nul. Enfin bref, voilà, moi j'aime pas ce genre de film déjà de base. Je suis allé le voir avec l'appréhension de tout ce qui se fait en film d'horreur désormais. Et en l'occurrence, il n'avait pas grand-chose d'autre à offrir. Et c'est dommage parce qu'il ouvre des portes sur pas mal de thématiques. Il essaye d'être œcuménique donc sur son approche de l'exorcisme, etc., avec le fait que le mal c'est quelque chose qui transcende finalement toutes les religions, etc., qui transcende toutes les croyances, etc., et qui finalement est inhérent dès lors qu'on pense que le bien existe quoi. Et puis ils ont juste effleuré, ils vont pas plus loin, même dans le panel de personnes qui se retrouvent présentes pour le dit exorcisme, ça s'arrête vite en fait. Il y a des communautés qui sont absentes alors qu'elles auraient pu être là elles aussi, et c'est bien dommage. Voilà, il y a un moment où il y a un petit doute dans l'enquête sur le fait que éventuellement ça pourrait être finalement une sordide histoire, une invention un peu quoi, quotidienne. Non mais une invention, et puis surtout que derrière, même au-delà de l'invention, c'est-à-dire que en fait dans la remise en question de l'invention de l'histoire des gamines, finalement on pourrait se poser des questions par rapport au fait que est-ce
est-ce qu'elles n'ont pas été séquestrées par un pervers sexuel ou ce genre de choses? Est-ce qu'il n'y a pas eu des attouchements de ce genre de choses, etc. Et pareil, ça fait que effleurer la question et on l'oublie vite dans le néant qui est ce scénar, quoi. Non, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Le scénario est tiens, sur un post-it. Hein, clairement, c'est une très grosse déception. Là, tu as parlé principalement de ce film-là. Moi, je me mets à la place quand même des mecs qui ont osé dire que c'était une suite à l'original, quand même, qui est une infamie. Je vous dis, le film en 1973 est un film qui a révolutionné, qui a fait peur la génération de nos parents au cinéma. C'est un film qui était innovant et surtout dans sa manière d'être. On en a discuté un peu en off avec Ekichi, mais il était extrêmement violent. C'était extrêmement malaisant. C'est des choses que quand on parle de l'exorcisme, on doit retrouver. C'est dans l'identité, c'est dans tout ça. Et c'est quelque chose que, franchement, moi, j'ai été extrêmement déçu de tout ça. Vraiment, je vous le dis. Et David Gordon Green avait compris l'essence de Halloween avec son Halloween en 2018. Qu'on crache sur le Kills et le Ends, bon, il y a eu le Covid, etc. Bref, peut-être qu'il a perdu un boulard. Il n'y a pas que le Covid, hein, quand même. Parce que, non, mais c'est pour dire, j'essaye de trouver une solution à ce pauvre homme, mais non, en vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, pour moi, il a complètement raté l'essentiel de l'exorcisme, malgré que le truc qui était bien avec ce film, le truc innovant avec ce film, c'était que, comme tu l'as dit, le mal en fait transcende toutes les religions et que ça devait réunir tout type de religion. Mais comme tu l'as dit, finalement, ils sont que 5, alors qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de croyances que ça dans ce monde. Oui, c'est ça. Enfin, ils effleurent complètement cet aspect-là et c'est dommage. Alors peut-être que les récents événements et éventuellement ce qu'on pouvait attendre de ce genre d'emballement, etc., a fait que on n'a pas invité ces communautés-là parce qu'on ne voulait pas que ça vienne sur la table. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage, surtout avec la super intro qu'ils nous font à Haïti, avec les croyances haïtiennes qui existent là-haut et tout ça. Ouais, il y aurait pu y avoir un truc, mais non, il n'y a pas Zouzou ni Zouzou, quoi. Je suis d'accord. Ekichi, qu'est-ce que tu as pensé de l'exorcisme Dévotion? Un peu comme vous, hein, vous en doutez. C'est vrai, comme GG l'a dit, c'est pauvre, ça effleure beaucoup de sujets. Voilà, comme on en a parlé. Est-ce qu'on est dans l'ère de la censure? Mais comme on disait en off, justement, quand tu fais ce genre de film, justement, tu ne te censures pas. Le but est de choquer, le but est de faire peur, le but est d'aller au bout du bout. Donc pourquoi faire un film L'Exorciste, encore un film d'horreur classique, un nouveau film qui échoue. Ok, là c'est L'Exorciste. Voilà, un manque énorme de vulgarité. Moi je m'attendais à de la vulgarité. On a juste eu t'es la PUTE de Dieu. C'est tout. C'est la seule vulgarité du film que j'ai retenue. Moi je m'attendais à des insultes ultra violentes, choquantes, ne serait-ce que même dans la gestuelle des gamines qui, à part juste se courber dans leur chaise, qui sont assises tout le long. Non, il y a pas de mise en scène. Voilà, même le coup du prêtre. Le prêtre, il fait 2 secondes en fait. Ouais, oui, voilà, il n'y a pas vraiment d'exorcisme. En fait, l'exorcisme est fait à l'amateur. En fait, c'est les gens qui le font. Ce qui me déglingue avec cette anecdote du prêtre là. Le prêtre, bon, déjà d'une, il se chie dessus là 10 minutes avant de faire de l'exorcisme. Ensuite, après, il arrive dans la pièce, il fait l'erreur qu'il n'arrête pas de répéter à tout le monde en mode ne touchez pas les corps. Et l'autre, il arrive, premier truc qu'il fait, il met la main sur les têtes. Non mais, je sais que tu peux être stressé. Nous, là, actuellement, on est stressé, les amis. Je peux vous le dire. Par contre, en aucun cas, on va essayer de refaire ces erreurs. Surtout qu'il n'arrête pas de le répéter à chaque fois en mode ne touchez pas les têtes, c'est important, etc. L'autre, il se fait. C'est par contre la seule scène graphique du film, mais je veux revenir là-dessus parce que, comme je dis, l'exorcisme, le côté gore, il rentre pas trop en compte. Ce qui rentre en compte, c'est le côté malaisant par la déformation des corps. Ça, tu l'as bien expliqué. Dans le premier, on avait ce retournement en araignée qui monte l'escalier, etc. Et surtout, il y a eu un autre film dans l'histoire de l'exorciste qui existe, c'est l'exorciste de Emily Rose, si je ne me trompe pas. L'actrice qui a joué Emily Rose, en tout cas, a été castée parce qu'elle arrivait en fait à faire un pont quasiment en fait en rond en fait. D'accord. Elle était extrêmement souple. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs ce film qui était pas si mal. Non, je l'ai pas vu, mais c'est pas l'actrice qui joue Deb dans Dexter.
Aucune justement. idée. Alors, Il me semble que c'est ça. Potentiellement, peut-être l'actrice, on va dire la mère de cette fille ou un truc, mais je sais que la gamine, en tout cas, qui joue la fille qui est exorciste, qui est possédée, justement, elle, je pense pas qu'elle soit très connue et c'était une gymnaste à la base, voilà quoi. Ce film est pas si mal parce que l'Exorciste aussi, c'est une timeline un petit peu façon à la Halloween entre tu pars de celui de William Friedkin, après maintenant il y a la nouvelle timeline de Blumhouse, hein, donc qui est la boîte de prod qui a fait celui de David Gordon Green. Donc franchement, c'est le multivers de ouais, c'est un peu ça, hein. Halloween, il y a 4 timelines différents, ça me déglingue. C'est un vrai bordel. Et pareil pour l'Exorciste là actuellement. Lucas, qu'est-ce que t'as pensé de l'Exorciste? Pareil que toi et que peut-être vous. Là pour le chat, je sais pas si les gens dans le chat ont pu voir le film, mais en tout cas, on a des petits messages plutôt sympathiques, comme quoi on nous dit les gars, trop top le studio, je suppose, parce que ça a l'air plutôt oui, c'est top le studio, voilà. Et on a Mastozo qui dit pas mal l'Ouroboros de Ekichi. Voilà. Ok. Non, après moi le seul truc qui m'a fait plaisir dedans dans le film, c'est la musique. Parce que y a le thème principal de l'exorciste de base retravaillé un peu tout ça, mais en soi le film, il est oubliable quoi. Oui, complètement. En fait, ça manque de musique culte, d'un truc qui te reste en tête, ne serait-ce qu'une image, ça, un truc voilà. qui te reste en tête, comme dans n'importe quel film en fait. Sans J'ai déconner. pas de truc qui me non, c'est très vite oubliable, hein, franchement. Sans déconner. J'en ai même pas fait des cauchemars. En venant ici, moi je me demandais ce que j'allais bien pouvoir dire. Hein. Oui. J'ai eu la même réflexion en sortant du cinéma. En fait, je me souviens à peine du film, quoi. Heureusement qu'on vient d'avoir un bout de bande-annonce, hein, parce que sinon. Oui, il y a le bout de bande-annonce pour vous, les amis, mais aussi pour nous. Ça nous fait des moments de rappel. Je l'ai vu il y a 2 jours. Je vais pas vous le cacher, ça a été déjà oublié. Et je vais même aller plus loin. J'ai favorisé le visionnage de l'Exorciste contre Saw, et j'aurais dû aller voir Saw. Il paraît qu'il fait un exorciste et Saw juste après. J'ai entendu des bonnes critiques de Saw. Il est vraiment cool, voilà, et franchement. pourtant des critiques de gens qui sont très critiques et qui disent qu'apparemment il est très nostalgique, il est très dans le. Il se passe entre le premier et le dans deuxième. l'empathie. Donc, c'est entre le premier et le deuxième. Ouais, je pensais que c'était entre le 2 et le 3, tu vois. Non, c'est entre le premier et le deuxième. Et Ok. non, franchement, il vaut le coup d'être vu. Ok. Ça se passe au moment où il y avait des trucs à raconter encore, c'est ça? De quoi? Ça se passe au moment où il y avait encore quelque chose à au raconter. moment où il était encore vivant, Kramer, Ouais, surtout ça. Non, après, pour en revenir à l'Exorciste, au vu des places de cinéma, je pense que la question ne se pose pas, vous l'avez compris. On ne vous conseille pas spécialement d'aller le voir au ciné. Malheureusement. Oui. Avec une place de cinéma à 10,70€ à l'heure actuelle, quand on est un peu en campagne, et ça peut monter beaucoup plus haut dans les grosses villes, comme Paris par exemple, ou Marseille, ou Lyon. Donc, non, David Gordon Green. On a Mastozo qui nous dit j'irai voir Saw du coup. Voilà. Et merci franchement, beaucoup. apparemment oui, c'est conseillé. Non, mais l'essai il est clairement pas transformé. Et alors Non. là, tu m'apprends que c'est une trilogie. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? À la base, hein. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a attaqué le film L'Exorciste, il y a le nouveau logo de la Blumhouse où maintenant ils s'amusent à balancer limite les franchises qu'ils ont récupérées, donc avec Halloween. Oui, là, avec on a le Freddy, côté Exorciste. Tu sais, etc. c'est le nouveau logo façon Blumhouse Universe, tu vois. Et non, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça parce que là ça commence, ça me tend. Ça me tend Pour parce les que... Avengers au point que le prêtre il arrive dans la baraque en mode Avenger. Hein. il récite sa tirade et non, puis tu te dis putain mais non arrête quoi. Et tu sais, il y a un truc aussi qui m'a vraiment choqué dans l'Exorciste. C'était moins choquant dans celui de John Carpenter, dans le Halloween de 2018 qui suivait le Carpenter, parce que déjà dans l'ambiance de Halloween, il y avait ces effets de zoom. J'ai pas l'impression que dans l'Exorciste, William Friedkin, il s'était amusé à faire des zooms sur des grosses têtes, tout ça. Ouais, et il y a un zoom pendant ce film, vraiment, où la caméra elle est posée un peu en contre-plongée. On regarde le père, où il apprend que sa fille vient de disparaître. Et genre, il y a un zoom sur sa tête. Et le mec, il a dû lui dire, vas-y, fais-moi la peur. Et là, il est en mode... C'est une horrible. Non, après, alors, ça sauve absolument pas le film, mais le personnage de la voisine, qui finalement est une ancienne nonne, qui a renié ses vœux, etc. Ça, c'est il y avait quelque chose à tirer, c'est vrai qu'il y avait vrai, quelque chose en à vrai, faire. c'est le seul personnage qui avait, avait l'impression qu'il était écrit, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Les autres, éventuellement, le personnage de la mère qui est haïtienne, etc., et qui meurt dans un tremblement de terre et tout ça. Ok, ça fait une bonne backstory, mais finalement, ça justifie pas juste le père qui lui a rien.
Mais le personnage de la voisine, un peu, enfin qui est infirmière, qui est un peu. Oui, pas quel très secret sympa, caché, Ouais, d'avoir perdu non, un elle est un enfant. peu aigrie. mais du coup tu comprends pourquoi elle est aigrie Oui. par la suite, Ouais. etc. Bon, franchement, ça c'était plutôt bien joué et C'est vrai que la voisine est cool ça comme aurait, personnage. ça aurait mérité un. Ouais, enfin, qu'elle ait juste des personnages qu'en étaient, quoi. des Ouais, mais personnages. après, il a essayé d'en mettre une vite fait, une backstory au père, en mode écoutez, moi, vos croyances, j'y crois plus, j'y croyais, j'ai perdu ma femme quand même. Oui. Tu vois, voilà, ce genre de oui, truc, oui, quoi, on voilà, c'est comprend. ça. Oui, mais du coup, voilà. Mais c'est une phrase hein, sur mais- ce qui amène une background. C'est pas suffisant ouais, mais pour le encore. personnage principal. Ouais, mais tu vois, il pose quand même le sujet sur la table une ou deux fois, quand même. Genre, tu sais, quand il va voir, du coup, la vieille de l'exorciste, l'original. Oui, donc c'est Hélène Burstyn, je crois. Burstyn, Voilà, l'actrice. D'ailleurs, la pauvre, elle est réduite à un espèce de caméo qui sert à rien, Se fait crever mais qui les est yeux, un caméo un peu long, Oh, qui non, oui, sert à rien, c'était et tout ça dommage. pour que Regan, comment non, parce que Régine revienne dans la d'outre-tombe. dans la première VF, il me semble que c'est comme ça qu'il l'appelle, la gamine. C'est pas Regan, c'est Régine. Régine. Dans la D'accord. première D'accord. VF, comment il y a le point culture qui s'amuse beaucoup de ça. D'accord. Ça m'a beaucoup fait rire. Et ouais, enfin bref, elle est réduite à un espèce de caméo un peu long qui sert à rien. Et donc au moment où il va la voir, elle dit ah oui, un sceptique et tout, c'est bien. Oui, non mais d'accord. Alors c'est vrai que le cinéma d'horreur qui reprend des vieilles franchises a tendance à mettre en avant un personnage de sceptique. Parce que, bah, évidemment, c'est celui qui devrait s'en sortir, c'est celui qui doute, etc. Et autant, il y a très longtemps, le personnage existait pour finalement justifier de non, mais attendez, les gars, vous délirez complètement, c'est pas possible. Et là, maintenant, on en fait un personnage principal, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des débiles. Ah, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. D'ailleurs, je trouve qu'il y a carrément un peu de ça, même dans le fameux twist du film. Là, on évitera de le dire vraiment, mais le fameux choix qu'il y a à la fin, ce fameux choix qui est un retournement de situation digne de Mario qui se réveille, c'était un rêve, tu vois. J'ai trouvé ça absolument débile de faire ce coup-là, en plus avec un petit pic, on va dire limite le dernier petit pic du démon en mode j'ai pas fait ce que t'as dit. Tu vois, vraiment, tu vois, ça m'a un peu. Ah, ton macro, brigand. Oh, le Antonio Banderas des Oh, le Antonio Non, Banderas. mais c'est pas possible. Ton macro brigand, et en fait, je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Dans le chat, Non, est-ce c'est pas que possible, cette ça. imitation du chapeauté version prêtre exorciste vous plaît ça m'intéresse vraiment de savoir. Il faut savoir que Jérôme est un très bon imitateur. Si vous êtes sage dans le chat, il y en aura d'autres ce soir. Ne vous Après, si inquiétez tu pas. veux des beaux accents mexicains, va voir Saw. Hein. Il y a des Ah ouais accents mexicains, mais aux petits oignons. Hein. Je sais pas, So, j'ai un gros problème avec So. Enfin, pour moi, c'est juste du. C'est juste gore pour être gore, et etc. Il y a limite pas d'histoire. Le premier était drôle. Ouais, et mais puis- So, moi, je le vois un peu comme, on va dire, comme Mortal Kombat. C'est violent, à en être un peu caricatural, en tu vrai, vois. le premier, t'es plus sur un truc policier. Violent, nanardesque, Oui, assumé. plus sur mais ça. après, Non, sur mais les en vrai, autres, moi, ça me débecte pas du tout. Non, mais So, ouais, ça mais me, tu sais, enfin, il y en a plein. Tu moi, je trouve tu ça leur juste- demandes, ouais, non. Je trouve ça juste triste, c'est-à-dire que tu peux avoir des vraies thématiques. Le Oui, cinéma oui. d'horreur, généralement. Mais il paraît ça- que le 10 a une énorme thématique, par rapport aux gens qui jouent, il y a une vraie conclusion Ouais, thématique, je etc. sais pas, enfin, tu vois, le cinéma d'horreur, et on en a déjà parlé dans d'autres émissions, que généralement, ça parle sous un autre prisme, avec le prisme du film d'horreur, etc., d'une vraie peur qui existe dans la société au moment où le film est fait, quoi. Et So, il y a rien, quoi. Enfin, Oui, oui. est-ce que ça t'évoque, enfin, je veux dire, à part éventuellement me dire, oh mince, mon voisin, si ça se trouve, il rêve secrètement de m'emmener dans son sous-sol pour me torturer. Enfin, je veux dire, on n'en est pas là, Ça, quoi. c'est plus le film paranoïaque. Tu avec vois, les non, cheveux. mais c'est là où j'ai vraiment du mal avec les films So, et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs l'intro de Scream 4. Bah oui. Tu vois, le film dans le film dans le film. Le film dans le Les film, dans le poupées film, russes. dans le film, dans le film, et où finalement ça faisait que critiquer So, et où ça arrêtait pas de dire Ouais. non mais mec, tu veux faire un film d'horreur, tu veux faire un slasher, Mais c'est Scream, comme c'est- ça que ça se passe, tu vois. C'est tellement Et méta. j'avais adoré ça. Oui, mais c'était méta, et puis. Mais même pour le il y avait dernier, encore, le dernier le montre Grand encore West qu'ils sont là derrière. et que comment faire un bon slasher. Non, même le dernier était très bon.
Ok. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Ouais, non, l'exorciste? voilà, on conseille pas. Ça On ne manque, conseille pas. ça manque aussi de personnages d'une carrure, parce que le prêtre dans les exorcistes, j'imagine que, parce que j'ai pas vu tous les exorcistes, j'imagine que le prêtre c'est un peu normalement la figure, l'homme qui va. Et là, c'est vrai que le prêtre, voilà, c'est un jeune. Oui, mais comme je l'ai dit, de toute façon, le prêtre il n'est pas charismatique, il apparaît dans le film, il est même pas présenté dès le début. C'est pas l'exorcisme du Vatican avec Russell Crowe. Exactement. Oh là là, t'as cet accent de Russell Crowe là. T'imagines l'exorciste, la dévotion, et tu vois Russell Crowe qui débarque en disant niquez-vous, je vais vous défoncer. C'est ça, c'est un peu ça. Royal. Très oubliable. Ok, voilà. Je pense qu'il y a une personne du chat qui vient de dire le meilleur conseil, c'est une chose à conseiller, essayez de l'oublier pour passer à autre chose. Voilà. Je pense que c'est parfait. Et justement, vous savez quoi, on va passer à autre chose puisqu'on va passer donc à ma première rubrique donc de la nouvelle dimension. Tout de suite, générique. Au-delà des classiques notions d'information où l'homme forme ses opinions, il est une dimension où l'imagination vagabonde entre le réel et la fake news. Pénétrez avec nous dans cette zone par le biais de la nouvelle dimension. La nouvelle dimension, donc ma rubrique, voilà, on s'est un peu inspiré de la Twilight Zone ou de la 4e dimension au niveau du générique pour ceux qui n'ont pas la ref en anglais. C'est la dim. Oui, exactement. Voilà, il y a un petit jeu de mots. Voilà. Je remercie Jérôme qui a écrit le texte du générique. Merci beaucoup, Jérôme. Un simple pastiche de l'original. Oui, mais quand même. Jérôme est notre plume et la plume du late. Quand même. Et en tout cas, tu as fait quelques heureux dans le chat pour ton imitation. On aime. Et il y a marqué. Donc il y a Black Sand qui a dit Potter sur 20. Merci. Ah yes, la dimension, voilà, on nous dit, voilà. Parce que c'est les mentions de Dim. Voilà, oui. Honorables, ou pas d'ailleurs. On sait pas, mais en tout cas, donc... On verra bien, on connaît pas la chronique non plus, on découvre. Non, exactement, voilà, donc lors de la précédente saison, je vous avais concocté une petite chronique qui était revenue sur un film que j'avais vu et que j'avais pas aimé, c'était Les Chevaliers du Zodiaque, et deux news plutôt insolites, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé du fait que le Burger King était connecté à un autre Burger King de New York avec Across the Spider-Verse, etc. Ouais. Voilà, ça c'est la saison précédente, donc voilà, bienvenue dans la suite de cette rubrique, donc avec la nouvelle dimension. Et donc aujourd'hui, par contre, j'avais envie de parler d'un truc que j'ai kiffé. Et donc aujourd'hui, on va parler de One Piece Netflix. Tout de suite, extrait audio. Vidéo. Bref. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Je suis Monkey D. Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates. Je savais pas qu'il y avait autant de pirates. C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? One Piece Netflix, donc c'est avec Emily Rudd dans le rôle de Nami, Iñaki Godoy en rôle de Monkey D. Luffy, donc Makeni Yu qu'on avait dans Les Chevaliers du Zodiac qui joue Roronoa Zoro, Jacob Romero dans le rôle de Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji. L'histoire de cette première saison reprend l'intégralité de l'arc Is Blue pour les connaisseurs du manga. Donc cette première saison est dotée de 8 épisodes d'environ 1 heure. Voilà. C'est un format qui est totalement différent de l'animé. Qui a vu dans un premier temps One Piece Netflix? Non. Oui. Mais je suis de plus en plus ouvert en fait par rapport à tout. Non mais ouvert à la question. Non, parce que, voilà, parce que le manga, voilà, je ne peux pas. Enfin, je n'y arrive pas, je n'accroche pas, je ne le regarderai probablement jamais. Mais la série peut être une bonne entrée en matière parce que j'en entends beaucoup de bien, les collègues, les amis, qui me disent que c'est une bonne découverte, que c'est assez burlesque, assez cartoon et que ça se regarde très bien. Et toutes les images que j'ai vues des bandes annonces, effectivement, ça a l'air quand même assez quali. Comparé à une comparaison de Dragon Ball Evolution par exemple. Dragon Ball Evolution bien entendu, et puis surtout les Chevaliers du Zodiac qui étaient sortis donc la même année que One Piece, donc là on a un vrai truc de comparaison, ils ont à peu près les mêmes moyens. Je dirais même que One Piece normalement a potentiellement eu un peu moins de moyens puisque les Chevaliers du Zodiac étaient produits par Sony quand même, hein, pas se le cacher. Et voilà, et justement Tirac Line nous dit comme quoi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est à voir, vraiment très bonne surprise. Voilà. Donc
Dans cette chronique, je ne vais pas vous parler des easter eggs, des choses qui sont cachées, des détails ou des trucs comme ça. Par contre, si ça vous intéresse, je vous propose en fait de vous renvoyer directement sur la vidéo qu'a fait Sofiane, donc sur sa chaîne YouTube, très gros youtubeur, voilà, très intéressant. Il est vraiment rentré dans beaucoup de détails, à faire des comparaisons avec des covers alternatifs par rapport aux tenues des héros pendant la saison. Donc voilà, ça peut être très intéressant. J'ai beaucoup aimé sa vidéo, bravo à lui. Et donc, mais venons-en, pourquoi j'ai kiffé cette saison 1 ? Bah, tout simplement, Eikichi, c'est le storytelling. Parce que je suis un peu comme toi en fait. Moi, One Piece, j'aime bien, surtout le manga, mais l'animé, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que le premier ressenti que j'ai eu en fait, en regardant les animés de One Piece, j'avais plutôt cette impression que c'était en mode, on suit Luffy, et Luffy, il arrive dans un endroit, il fait une quête. Dans cette quête, il va rencontrer plus ou moins des gens. Et si vraiment la personne, elle est très importante, il va la demander à intégrer son équipage, en tout cas pour le East Blue. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. J'ai pas tout vu, justement, je me suis arrêté parce que j'ai pas accroché. Là, justement, Netflix, avec le format de 50 minutes, ils ont été obligés d'adapter, entre guillemets, la trame des personnages et comment ils se rencontrent. Et je trouve que finalement, on suit plus vraiment Luffy qui fait des quêtes comme ça, mais on suit en fait surtout Garp qui poursuit Luffy pendant toute la saison. Et ça fait une grosse différence en termes de storytelling. On a donc Mastoso qui nous dit: je dirais que pour un live action, c'est une grande réussite. Maintenant, quand on aime One Piece, ça peut faire bizarre. Oui, je peux comprendre que quand on aime vraiment One Piece, le choix des acteurs, le choix de tout ça, le choix de plein de choses, ça peut. Ça gueulera toujours pour ce genre de détails, même voilà, pour les fans les plus hardcore de. Ouais, mais en fait, parce que comme je le disais, moi ce que j'ai aimé en fait avec cette saison 1, c'est qu'il y a une vraie prise de risque. Je l'ai noté dans les points forts vraiment de cette saison 1, mais toute l'introduction au personnage de Kubo. Si je me trompe de nom, n'hésite pas à me reprendre, hein, Lucas. Mais le personnage de Kubo, c'est l'épisode 4, fin de l'épisode 3, épisode 4. Et donc, normalement, on avait une grosse bataille pendant l'épisode. Mais pendant le manga, on a une énorme bataille qui est entre des villageois, des trucs comme ça. Ça, ils ont complètement changé. Et ils ont fait l'arrivée de Kubo d'une manière très sympa, façon horrifique un peu. En mode, on est dans un manoir, c'est très glauque, j'ai adoré. Ouais. La direction artistique, j'ai adoré. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la saison 1 de One Piece ? C'était très cool, parce qu'ils ont réussi à faire un bon condensé, en fait, de tous les épisodes qu'il y a au niveau du manga. Donc, c'était quand même une grosse prise de risque, mais non, franchement, ça fait bien le taf. Hein. Puis ouais, cet épisode-là, il est vraiment trop bien. Ah ouais, alors j'ai adoré l'épisode 4. Enfin, toute la tension et tout qu'il y a, et tu sais pas... Quand tu connais, tu sais comment ça finit, mais de découvrir, de voir jusqu'où ça va et tout ça, c'est non, franchement vraiment une bonne surprise. Ouais, carrément. Après, bon, on va pas se le cacher, c'est une série Netflix. Il y a des petits détails qui ont pu choquer, comme certains effets spéciaux, je suppose. Même si je trouve que sur les 3/4 des effets spéciaux, c'est quand même plutôt bien géré. Il y en a quand même où on se dit, bon, là, ça manquait potentiellement un tout petit peu de temps. Ça aurait pu être un petit peu plus peaufiné. Par exemple, l'épée de Zoro, quand il fait sa roulade où elle se plie en deux. Ça a été corrigé apparemment. Ça a été corrigé au bout d'un mois. Vidéo, un short, comme quoi ça a été corrigé. Donc exactement, ça a été corrigé. Comme quoi Netflix en fait refait à chaque fois des détails. Il l'avait fait pour Stranger Things, hein, si je me trompe pas. Il y avait eu un faux raccord, un anachronisme en faux raccord un peu à la Game of Thrones. Ça a été coupé. Donc voilà quoi. Game of Thrones, hein, exemple parfait aussi. Hein, Game of Thrones, hein, lors de la diffusion avec le gobelet Starbucks qui a été supprimé genre 24 heures après, Gary, hein, si je me trompe pas. Gary, c'est un peu notre expert Game of Thrones. Gary. Oui. Gary dort à la régie là. Oh. Ce qu'on dit pas, c'est qu'on pour l'instant il y a un Mac là-bas et il fait une sieste. Non, désolé, je ne connais pas le temps qu'il a fallu pour enlever ça. Parce que moi de base, je l'avais pas eu ce gobelet. Tu l'avais pas vu, non, je l'avais pas eu, non. Écoute, tu vois, je t'apprends des choses sur Game of Thrones. Internet se souvient, et je pense que sur tous les sites de torrent de l'époque, oui, voilà, c'est clair. Le gobelet y était. On est d'accord. Voilà, donc je sais pas, est-ce que ma petite chronique là vous a donné envie de regarder One Piece ? Oui, bien sûr, de toute façon, j'avais déjà une envie de commencer. C'est vrai que je me disais, allez, il faut que je m'y mette. Et je suis pas du tout contre l'idée de compresser. De toute façon, dans les adaptations live action, que ce soit en série ou en film, tu es obligé, et ça me choque pas de compresser une histoire. C'est logique parce qu'un manga,
c'est long, c'est un shonen, il faut que les personnages avancent. Donc ça ne me choque pas et je me dis que ça peut être une bonne entrée en matière de voir à quoi peut ressembler One Piece. Et Inch'Allah, peut-être un jour, regardez. Je suis d'accord. Par contre, en vrai, un truc tout bête aussi, comme tu l'as dit, on retrouve un peu cet esprit shonen. On a vraiment envie de suivre Luffy qui progresse au fil du temps et qui apprend à découvrir ses pouvoirs. Et contrairement à ce que beaucoup ont pu dire sur Internet, je trouve que moi, les acteurs, ils font bien le café. Au niveau des trailers, j'avais un peu peur pour le personnage de Shanks, où je me suis dit, ça c'est bizarre, mais on a quand même... il fait pas de Shanks, tu vois. Shanks, il faut que ça soit un personnage charismatique, et quand on regarde le trailer, et finalement, franchement, les quelques apparitions de Shanks dans la saison 1, elles sont percutantes, elles sont là. Je dirais même quand même qu'il y a certains moments qui sont très esthétiques, comme par exemple à la fin de l'épisode 5, quand on arrive au Baratie, où Zoro va affronter donc son maître ultime, on va dire le gars qui est... je ne sais plus comment il s'appelle. Mihawk. Mihawk, voilà, exact. Quand il affronte Mihawk, c'est quand même... Là, je me suis dit, là, je suis en train de regarder un truc qui vient de l'animation japonaise. C'est très esthétique, c'est très bien fait. Voilà. Et Mihawk, meilleur personnage de la saison 1, il a un tel charisme. Et Shanks a de la gueule. Voilà, je suis assez d'accord. Grosse maîtrise dans la réal et dans les caractères design, on me dit c'était vraiment une énorme prise de risque et s'adapter à cette série. Je suis assez d'accord. C'est Zef que je kiffe de ouf. Le pied rouge là, le cuistot. Ouais, je suis d'accord. Il a une bonne classe aussi, et puis... Non, mais et puis là l'histoire avec Sanji est quand même vachement bien, vachement intéressante. Donc le muet de la team là, est-ce que ça t'a donné envie un peu de checker 8 épisodes? Non, du tout. Ah ok, bon. Bon écoutez, j'arrête cette chronique. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est que non, mais tous les goûts sont dans la nature. One Piece c'est déjà trop long. Tu vois, c'est pareil, demain tu me dis que tu me fais un live action de Naruto, je le regarderai pas. Mais t'as regardé Naruto en animé, non? Ouais, Naruto, j'ai tout bouffé. Même si c'est hyper compressé. Mais voilà, non, ça me donne pas envie. Enfin, déjà, en plus, c'est le chara design moi, qui me rebute chez One Piece, dans One Piece. Et oui, a priori, c'est très bien fait, tant mieux. Mais alors, cela dit, j'ai 2 questions par rapport à tout l'engouement. Vas-y. Tout ton engouement. L'engouement est vraiment venu après le visionnage. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, par exemple, tu dis que a priori, le personnage central, c'est plutôt un qui court après Luffy et sa bande, plutôt que etc. Est-ce que du coup, c'est genre un film, enfin une série d'enquête, genre pour savoir ce qui s'est passé, quelle trace Luffy a pu laisser du point de vue de Garp un peu quand même. Garp est sur les traces, on va dire, de Luffy. Il va dans les endroits avec un petit peu de décalage et quand il y a les rencontres, on apprend vraiment des retournements de situation et des affiliations entre les personnages qui sont pas spécialement entre guillemets prévisibles au vu des caractères. Franchement, moi j'ai bien aimé le fait que Netflix ait voulu prendre ce parti-là, que la saison 1 c'était Garp en fait qui poursuit Luffy tout en amenant, on va dire, en sous-jacent, en sous-message comme quoi il y a une organisation plus grande derrière, en dessous. Au-dessus, je veux dire, franchement, j'ai pas du tout ressenti ça quand j'avais regardé les animés à l'époque. Et j'ai pas tout vu Is Blue, mais Is Blue je suis en train de les lire. J'apprécie beaucoup les lire parce que je trouve que le format un peu quête, ça correspond bien à des chapitres de manga. Ça se lit bien comme ça. Je trouve que pour une série, le format que Netflix a voulu mettre en place sur le storytelling est plus intéressant. Ouais, voilà. Avec du mouvement et exactement. Tu arrives à un endroit, tu découvres ce qui s'y est passé. Ouais, carrément. Et tu parlais donc qu'il y avait éventuellement des effets spéciaux des fois qui pouvaient être un peu limites. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué ça. Souffre du même problème que Cowboy Bebop où tu sens que d'épisode en épisode dans la saison, tu sens que le budget il a été trop bouffé et qu'on run même sur les environnements quoi. Ah non, parce que justement, quand on arrive à la fin, Netflix a été plutôt intelligent aussi, contrairement à du Cowboy Bebop où à mon avis le projet était trop ambitieux par rapport de base au budget qu'ils avaient. Netflix a réfléchi à 2 fois à mon avis avant de commencer à créer des décors, parce que finalement quand on arrive à la fin donc sur l'île des hommes poissons, on n'est pas du tout sur les mêmes environnements qu'il y a dans l'animé ou dans le manga. Par contre, on sent l'esprit, l'esprit fête foraine, l'esprit tout ça. C'est différent. Mais on a l'esprit derrière. Ils ont pris le parti pris quand même de vouloir mettre de la différence derrière parce que tu peux pas retranscrire vraiment ce qu'on voit sur les planches. Et Cowboy Bebop, j'ai un peu cette impression-là. C'était vraiment, Netflix s'était dit, on fait une adaptation, mais c'est planche par planche. Et finalement, tu vides
très vite un budget. Le premier épisode est très esthétique et après finalement tu te rends compte que c'est juste des personnages qui évoluent dans un vaisseau en carton, quoi. Ouais. Donc voilà, ce qui est pas du tout le cas avec One Piece. En plus, même le One Piece, c'est un projet qui est en grosse envergure pour Netflix. Les bateaux ont été créés de A à Z avec des c'est des vrais décors. C'est fait exprès pour que ça dure sur la durée et qu'il y ait beaucoup de saisons. Ils savaient que, en tout cas, voilà. Par contre, apparemment, d'après les chiffres, donc ça a fait un petit peu moins bien en termes de vues que par rapport à ce que Netflix voulait. Donc, dommage. Mais en tout cas, la saison 2 a été annoncée et on a déjà, on va dire, l'annonce d'un personnage très important pour la saison 2 qui est Chopper. Voilà. Donc, il y a beaucoup de craintes aussi, j'ai cru voir sur les internets. Voilà, je me fais un petit peu. Il y a The Rock, qui est en mode Chopper. Voilà. Et ben écoutez, c'était pour ma partie sur One Piece, mais on continue donc dans la nouvelle dimension, les amis. Donc parce que j'ai vu 2 news qui m'ont interpellé. La première news, c'est par rapport donc au live action de Blanche-Neige, donc et les 7 nains, qui était prévu donc pour mars 2024 et donc finalement a été reporté à mars 2025. Blanche-Neige sera interprétée par Rachel Zegler qu'on retrouvera en mi-novembre donc dans le nouveau film Hunger Games. Voilà. Je te coupe 2 minutes, 2 petites secondes. C'est pas Blanche-Neige et les 7 créatures magiques plutôt? Le vrai titre, je sais pas. Non, parce qu'il y a eu un énorme débat oui, sur la toile, etc. Bon, exactement. Voilà, mais je crois qu'en fait, finalement, le film va s'appeler juste Blanche-Neige. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Cas, et donc, il y a une première image. Donc, les amis, retournez-vous vers le retour. On a Tirac. Voilà. Que moi qui me retourne finalement. Retournez-vous au niveau du voilà. Et je voulais savoir si pour vous cette image, on la voit de très très loin finalement. En fait, c'est vraiment. C'est une image du film. C'est une image du film, officielle. Vraiment, c'est une image du film officielle. C'est en blanche. Ça fait très lisse, ça fait très animation. Mais par contre, ça fait très animation. Voilà, on a en fait donc Blanche-Neige entourée des 7 créatures magiques, on va le dire comme ça, qui et en termes de visage et de chara-design est extrêmement proche du Disney, alors que... Une image qui avait fuité il y a quelques mois, justement, qui avait fait en parler. On a, dans le chat, ça réagit un peu là quand même sur Blanche-Neige. On a donc Tirac-Line qui nous dit quelle blague ce film. On a Arsouille qui nous dit ce film est... Et le plus polémique que j'ai entendu, pour moi, il était annulé. Non, il n'est pas annulé, hein, il est décalé en mars 2025. Ça, c'est officiel de ce matin. Je pense que c'est dû aussi à la grève des scénaristes qui a tardé et qui est terminée. Par contre, il y a la grève des acteurs qui n'est pas finie. Ouais. Donc, déjà, pourquoi Blanche-Neige? Non, mais après, on pourrait faire une émission complète sur le. Non, mais même ne serait-ce que sur toutes les adaptations live action de Disney. Ont tous eu une polémique, voilà. D'ailleurs, beaucoup pas, ça, on laisse libre cours à son interprétation, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire adapter correctement. Oui, non, mais on a parlé d'adaptation déjà de live action dans l'émission. Souvenez-vous, avec l'émission, on a reçu donc Michael Place, donc où on a parlé donc de Pinocchio et de Pinocchio et tout ça. Donc d'ailleurs on avait bien fracassé le film que moi j'ai apprécié, mais j'étais pas là pour ouais. Toi tu l'as vu, t'as bien aimé? Oui, celui de Disney, oui. Celui de Zemeckis là. Bien aimé. Non, attendez. Pose cette ne lui jette pas la tasse. Elle est collector celle-ci, c'est l'ancien logo de l'émission. Hein. Oui, mais non, je l'avais même pas en main. Je dis pas que j'ai apprécié, mais alors oui, c'était un copier-coller du dessin animé, mais comme Le Roi Lion l'était. Je suis plus attaché, je pense. On a une belle réaction. On a dit les nains du film ont les mêmes traits que les marionnettes de Nigloland. Voilà. Donc, voilà. Alors là, vraiment, par contre, en termes de ref, les amis, là, les gars, très local. C'est local. Hein. Nigloland, un parc d'attraction local. Donc voilà. Et oui, par contre, on a Arsouille qui nous dit l'actrice est très polémique sur les réseaux apparemment. Donc voilà. Donc bon. Après, en tout cas, il n'est pas annulé. Crois-moi, Arsouille, il n'est pas annulé du tout ce film. Il sera donc en mars 2025. Mais c'est bien, ça nous laisse 2 ans pour digérer le truc. Oui, on aura les bandes annonces. Quand il se sortira, on dira oui c'est vrai, et puis il fera flop. Non, donc pour en revenir, ce n'est pas que j'ai apprécié, j'ai l'impression que je suis plus attaché aux adaptations qui restent fidèles, même si quitte à ce que ce soit du copier-coller, plutôt qu'à des innovations qui vont me faire souffler ou dire ah putain mais c'est pas une nouveauté, je sais pas, voilà, Le Roi Lion, Pinocchio, j'ai apprécié, certes c'est des copier-coller, ça m'a fait plaisir de les revoir avec les graphismes de maintenant, la synthèse, etc. Pour Peter Pan, voilà, j'étais un peu sceptique. Blanche-Neige, voilà, moyen, la petite sirène.
Je l'ai pas vu, mais voilà, je n'irai pas le voir. Pour le coup, La Petite Sirène, c'est exactement la même le même chose que. oui. Ouais. Non, mais voilà, de ce que j'en ai vu. C'était- Voilà, il y a c'était beaucoup de. chiant Non, mais et après, on mièvre. pourrait faire une émission La seule complète chose sur. qui sauvait le truc, c'était Sébastien. Oui. Non, mais on pourrait faire une émission complète sur. J'aime bien parce que dans le chat ils sont vraiment très bien là. Là Ouais. on en a eu un, c'est vraiment. Vas-y, Faut juste arrêter les live action. Voilà. Oui, aussi. non, Alors, mais- merci. On Je pourrait- sais pas qui tu es. Oui, mais oui, il faut on pourrait qu'ils parler arrêtent de la- leurs conneries. C'est bon. On pourrait parler de la décadence de Disney ou pas, mais sur Alors, tu Marvel vois, qui est en dents de scie, sur Disney Oui. qui se. Pour le coup, Star Wars s'en sort plutôt bien, j'ai l'impression. Voilà. On va faire comme Sonic, oui, mais sans Bentala. Bentales, s'il vous plaît. La Bentales, s'il vous plaît. D'ailleurs, allez, on va envoyer un message au studio à Paramount et tout ça, parce que je crois que c'est Paramount. Oh, c'est Sony, c'est Paramount. Ouais, non, c'est Paramount. C'est Paramount. Recastez Sonic, please, parce que là, le 3 est en tournage. Ça y est, hein, si je me trompe pas, le 3 est en tournage, hein, Il y a officiellement. même une série, je crois, sur Knuckles. Il y a une série Je crois qu'ils Oh vont faire là. une série. De toute façon, Ouais. tout est bon à étirer, à agrandir Oui. l'univers, etc. Bah, en fait, même quand il n'y a ça pas dé- grand chose à. En fait, mais ça c'est- dépend parce qu'en gros, tu vois, sur certains univers, tu vas être content qu'ils agrandissent. Genre, par exemple, tu vois, Oui. par le biais du film Mario, tu vas être content qu'ils fassent un 2, tu vas être content mais qu'ils là, fassent un Yoshi. et là, je te jure, tu as lu dans mes pensées. Non mais sérieux, non mais j'allais dire l'animation. On pensait avoir eu un regain d'animation récemment ces dernières années. Il y avait eu d'énormes films d'animation qui étaient bons. Arrêtez, comme dit le viewer, arrêtez les live action. L'animation est la clé en fait. Sonic, tu me fais une série d'animation, pas comme Sonic Boom, pas comme Sonic l'autre Ouais, sur c'est- Netflix Et aussi. pas comme Sonic and Chitty Friends, quoi. Voilà, non, mais tu me fais un véritable sortis de série l'espace. une série ou film d'ailleurs, mais une série d'animation Sonic ou même des live action. Blanche-Neige, tu aurais pu le refaire en animation de maintenant. Voilà, il n'y aurait pas eu de honte, je pense. Moi, ça m'aurait pas choqué. Un remake de Blanche-Neige en animation. Mais c'est déjà ce qu'ils font. T'as vu la tronche des nains? Voilà, c'est un peu ça quand Exactement. même. Tu vois, Voilà, mais, t'as vu la tronche de la fée dans Pinocchio? T'as vu l'horreur qui était le renard dans Pinocchio? Je veux dire, oui, avec mais- toutes ces chiquettes, là, mais des cauchemars. J'adore. Bon, pour ceux- Mais quelle horreur! Mais enfin, il est atroce! Bon, pour ceux qui ont la ref, hein. Oui, mais sauf qu'on n'est pas sur du L'horreur. goodinough, quoi. Ça me lance, Ah, ça non, me ouais. lance l'horreur. Alors attention parce que c'est quand même, on parle de Disney et vous êtes en contre-débat sur Star Wars, les viewers, c'est quand même incroyable, les gars du chat. Mais oui, mais c'est Parce parce que que c'est parce qui que qui j'ai les a évoqué le lancés. sujet en disant que, comme je disais que Marvel était en dents de scie, Disney se casse la gueule, j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, que Star Wars reste un peu à flot, même s'il y a des vagues hein, qui viennent taper un peu la proue. Oh, mais non, Star Wars est en dents de scie quand même. Hein, oui, parce que mais tu vois là, on a vas-y. vraiment un message qui dit oui, hein, parlons de Rey quand même, hein, parce que juste le personnage de Rey. Je parle Non, mais- de Star Wars sur Disney+. Ouais, mais non, mais Star Wars Non, ceux mais- de pardon. Disney, ça Oui, ça ça inclut, compte, on va oui, dire oui. la Pardon, la- je la postologie. parlais sur Disney+. Oui, donc les dans séries ma tête. Star Wars. Voilà, Non mais voilà. tout ce qu'ils font Qui depuis relève la un petit peu. postlogie, il y a aucun, Oui. enfin il y a aucun problème. Non, on va pas aller jusque là. Quand même. Non, il y a des, Il y a moins de des problèmes voilà, qu'avec la postlogie. Moins. La postlogie, c'est de la daube. Ah, bah non, T'as mais- même l'impression qu'ils sont en train d'essayer de. Bah en fait, ils veulent faire avant, mais ils veulent pas Enfin, trop aller vers là, après. là, je pense qu'avec Ahsoka, ils sont en train de prendre le tournant du genre ah bah de toute façon ça va se passer dans dans un autre univers et puis c'est pas grave. C'est ça. Comme ça, genre ça c'est pas grave, on vous met la poussière sur Allez, le tapis, fais-nous partager, c'est de la dis. merde. Non, mais ça Hein fait marrer parce que vraiment sur Star Wars là ça part tout de suite. Oui, non mais oui. non, Ça mais part oui, tout de je suis suite, pas un vraiment. fan, je suis- On nous dit, parlons de fête, vaut mieux pas. Pardon. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est Mandalorian 2.0, Bah oui, c'est ça, 2.5. mais oui, on Bref, est d'accord. non, Fate. en fait, il y a que Mando qui tient à flot et apparemment, Ahsoka, j'ai pas fini. Ah, Apparemment. Ahsoka, franchement, très très bien. Moi, à part je le suis- fait oui. que Sabine, elle aurait dû mourir dans le premier épisode ou dans le deuxième peut-être. C'est vrai que sur parce Ahsoka, je suis désolé, mi-figue, tu mi-raisin. butes- Tu ne butes pas Qui-Gon Jinn pour faire, Ah oui, pour d'accord. faire en sorte qu'il y en ait une autre qui 60 ans plus tard s'en sorte pour la même chose. C'est Exact, pas possible. c'est vrai. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, même Dark Maul, ils l'ont fait revenir. Oui, non, mais ça. C'est vrai. Alors, j'ai vu D'accord, donc, alors très voilà. récemment, je te jure, j'ai vu une bonne vidéo qui expliquait pourquoi. Et c'est très bien fait. C'est non, sérieux. Ah ouais, parce qu'ils ont pas touché le foie. Et de le foie Sidemall, l'autre côté parce qu'elle est mandalorienne, c'est ça chaîne YouTube Star Wars, qui a récemment expliqué
Voilà, mais bon, oui, effectivement, comme tu dis, il y a ce côté un peu perturbant dans la série pas Dark Vador, dans la série Kenobi, l'inquisitrice qui se fait perforer, là, Sabine, et c'est vrai que Qui-Gon Jinn, merde, mais j'ai vu une très bonne vidéo, Side Mall, je le répète, scène YouTube, Star Wars, qui explique pourquoi Qui-Gon Jinn est mort et pourquoi les autres, parce qu'il explique qu'on ne peut pas mourir réellement, on peut pas tous mourir d'un coup de sabre laser. Qui-Gon Jinn, ce qui l'a tué, c'est le manque d'assistance médicale instantané et le fait que en fait c'est étraîné, la blessure, voilà. C'est sûr qu'Obi-Wan, au moment où Qui-Gon il prend le coup de sabre, il a pas le temps de faire les premiers secours, la PLS à Qui-Gon. Le mettre en PS. Voilà, non mais c'est PLS sûr. tout seul. Non, parce qu'il s'est battu contre Dark. Excusez-moi, allez, un petit dodo. J'essaye de sauver Star Wars comme je peux, les amis, hein, mais. Non, mais c'est vrai que par contre, moi j'ai pas tout vu et c'est vrai que ça ressemble énormément quand même à Rebels qui était une très bonne série animée quand même. Mais Rebels, quand c'est sorti, c'était ce qu'il y avait de mieux en Star Wars. Non, c'est The Clone Wars. C'est The Clone Wars qui est bien supérieur à Rebels. J'aime beaucoup Rebels. Non, mais The Clone Wars. D'ailleurs, ils se sont J'ai pas dit depuis la prélogie. J'ai pris depuis. Ils se sont sentis. Non, ça existe pas. Ça. Un des petits problèmes. Ça existe pas, Ray Skywalker. Non, mais il y a quoi Pardon. Oui, exactement. S'il te plaît. Non mais un des petits problèmes, effectivement un des petits problèmes d'Ahsoka qui est la suite de Rebels et de justement ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre du The Clone Wars en flashback pour vous savez on a les refs machin. Non, justement on nous l'a dit dommage, il y a beaucoup de rêves dont une à Clone Wars et après on nous a dit imagine t'as jamais vu un animé Star Wars, tu vois Anakin former une Padawan, tu comprends plus. Donc voilà, et je suis d'accord avec vous les gens du chat, voilà, ouais, totalement, merci beaucoup. Non c'est vrai, vous avez raison les gars, vous avez totalement raison. Il y a des épisodes de Clone Wars qui posent bien plus de problèmes au niveau de la cohérence sur la longueur que d'autres, notamment ceux qu'ils ont refait a posteriori avec Ahsoka qui est plus une Jedi mais qui revient avec Lord 66 en même temps et tout le merdier. Oui, c'est la dernière saison de The Clone Wars. Celle-là elle est horrible. Mais non, c'était une dinguerie. Mais c'était une dinguerie. Mais t'as craqué. Il y a même des passages qui couplent avec l'épisode 3 de la revanche des Sith justement pour montrer que ça se passe au même moment. Mais attends. Certes, c'était du rafistolage. Le fait que tu ajoutes Ahsoka dans l'histoire, le fait que Anakin perde Ahsoka en tant que Padawan, etc., ça vient alourdir le fait que derrière il va faire de mauvais choix. Là, non, il sait qu'elle est toujours là, qu'elle va bien, etc., qu'elle continue à utiliser la force. Il lui a même gardé ses petits sabres laser et tout ça. Non, du coup, ça vient pas justement alourdir le passif d'Anakin pour faire de la merde en fait. Ça peut le justifier, mais ça c'est une interprétation. Je trouve que ça détruit ça détruit une partie du malheur qu'apportait Ahsoka dans la vie d'Anakin. Ok. On en termine là pour le débat sur Star Wars. On en reparlera quand j'aurai fini Ahsoka si vous voulez. Si je savais pas qu'il y aurait eu des débats aussi animés, on va faire un BTTR sur Ahsoka si ça vous va et on y reviendra. Voilà, et préparer les fusils. Non, mais attends, pompe, comme j'ai dit, moi je suis mi-figue, mi-raisin. Je défends pas non plus le. Mi-figue, mi-raisin. Voilà. Donc on a le côté verger ici. Voilà. Alors que pourtant. Alors, donc, à la base, j'ai pas du tout fini ma chronique, mais bon, merci Gary d'avoir retiré l'image de Disney, et on a fini de parler de Disney. On va continuer justement avec une comédie française, voilà, qui vient de faire un retour, qui est donc, mais qui a tué Pamela Rose. Vous avez vu cette news ou pas? Ah non, du tout. Oui. Du tout. Oui. Alors là, passer à côté, mais alors. Oui, il y a une série qui va arriver. Voilà, exactement. En gros, Pamela Rose, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, donc c'est adapté de sketch de Cadet Olivier qui était sur la chaîne Comédie à l'époque. Le principe, c'est très simple. Ils étaient dans un faux commissariat, ils interviewaient des suspects pour savoir qui a tué Pamela Rose. Et donc, et chaque suspect était un guest ou un acteur de la chaîne récurrente Comédie. Et après, en 2003, ils ont fait un film donc, qui s'appelle Mais qui a tué Pamela Rose, qui est un florilège de références au film policier en tout genre, parodique, bien entendu. Et donc, en 2012, il y a eu une suite à ce film qui s'appelle Mais qui a retué Pamela Rose. Et en 2020 ou 2021, ils ont décidé de faire une série audio qui s'appelle Bully the Reaper, qui est une nouvelle enquête et qui est encore disponible sur MyCanal ou Canal+, si vous voulez. Ok, on est mal barré. Voilà, alors, oula, attention. Après, si on veut partir là-dessus, on a les remakes de Harry Potter et qui est ridicule. Mon Dieu, on est mal barré. Écoutez, là, on n'est pas à Harry Potter et on veut pas s'entretenir. On fera une émission spéciale sur les remakes, les reboots, etc. On est dans le futur là.
On fera une émission spéciale sur les reboots et les remakes, peut-être, ça peut être. Alors, par contre, je suis assez d'accord avec toi, donc Tirac Line, pour dire que pour Harry Potter, s'ils veulent juste adapter une nouvelle fois le bouquin, autant lire le livre. Voilà. Mais sinon, fin des débats pour justement les adaptations. Là, on parle de Mais qui a tué Pamela Rose ? Et donc, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Le tournage a commencé même. Il y aura une série qui s'appelle Pamela Rose, la série. Et ça devrait sortir normalement en 2024 ou début 2025. Et donc le pitch a été vite fait énoncé. Et donc cette nouvelle histoire concerne un peu le temps moderne, puisque ça sera des youtubeurs célèbres qui se feront attaquer par un tueur mystérieux. Et donc Bully et Ripper vont devoir démasquer le tueur, un petit peu à la manière de Scooby-Doo, voilà. Mais le plus intéressant, c'est de savoir un petit peu quelles références ils vont utiliser pour justement mener leur enquête. On sait qu'à chaque fois, il y a un prisme qui est bien défini. On avait un peu du Twin Peaks dans le premier opus et un peu plus des éléments des épisodes un peu à la New York Unité Spéciale dans le 2. Et là, je suis très impatient de voir ça. Est-ce que déjà vous avez vu Qui a tué Pamela Rose ? Absolument pas. J'ai les refs avoir vu l'extrait, mais je n'ai pas. On a Petit Motard qui nous dit avec la fuego là, dis donc. Ben oui. J'ai essayé de mettre le ton, hein, j'essaye. Hein. Donc non, absolument pas vu, pas eu l'info de ça. Après, pourquoi pas. Et par contre, c'est le même gars, gars qui fait les deux. Hein. Les ricains ont la saga Star Wars qui n'en finit pas. Nous, on n'a pas Pamela Rose et les tuches. Et il a raison, c'est le même mec. C'est Olivier Barou qui est derrière. Il a raison. Il a raison. C'est vrai. Donc non, je n'ai malheureusement pas vu. Tout ce qui concerne Pamela Rose, je sais que c'est c'est drôle, c'est sympa, voilà. Mais en tout cas, je voulais en parler avec vous. Toi, Lucas, vu que tu as vu la news, c'était une news qui t'intéressait, ce qui t'a surpris ? Ouais, j'aime bien les trucs un peu barrés comme ça. Après, faut voir ce que ça va donner. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. On est assez bon dans l'humour et la comédie en France. C'est un des seuls points. Ça dépend sur quel type d'humour tu tapes, parce que je trouve que là. Et on est en décadence. C'est vrai qu'on est en décadence et je sais que tu as un nom en tête que tu peux. Ah non, mais moi j'ai pas envie de voir ça. Vraiment pas. En plus, c'est quoi ? Ils vont vraiment. Il va vraiment y avoir des vrais youtubeurs en guest. Non, c'est des personnes. Il va y avoir des personnalités, mais c'est principalement des acteurs, pas des youtubeurs. Hein, c'est des acteurs qui vont jouer des youtubeurs. Merveilleux. J'ai hâte de retrouver Kev Adams dans une série produite par Cad et Olivier. Non, mais je pense pas que Kev Adams ce sera. Non, mais bon, voilà. En tout cas, c'est pour dire l'univers de Pamela Rose est sur de bonnes rails et va continuer, à mon avis, à faire parler de lui. Et donc, dernière chose très rapide, on a commencé à le regarder avec Gary tout à l'heure, mais hier, le 27 octobre, pour Halloween, est sorti donc un épisode spécial sur de South Park qui s'appelle Joining the Panderverse. Et donc le principe est très simple puisque c'est une grosse parodie justement. On en revient à Disney et les adaptations live action où on adapte très très mal un petit peu, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc les personnages principaux de South Park vont être transformés en femmes. Et voilà. Je crois que j'ai vu une image. Et voilà. Et donc. Je l'ai vu aussi, mais je savais pas que c'était un épisode qui était sorti. Il est sorti, ça y est, il est sorti et il est dispo sur Paramount+. Hein, si vous avez donc le florilège avec Canal+, vous pouvez y accéder. D'ailleurs, un conseil, au vu du mois de novembre, prenez-le parce que comme ça vous pouvez regarder l'épisode de South Park et surtout le 17 novembre, il y a Monarch, la série adaptée du Monsterverse qui sort. Voilà, qui s'annonce plutôt pas mal au vu de la bande-annonce avec les deux, le père et le fils Russell. Si je me trompe pas, il y a Kurt Russell et son fils qui jouent dedans. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh ben écoutez, merci beaucoup. J'espère que cette petite chronique vous a plu, vous qui êtes dans le chat et vous qui êtes derrière la table. Merci beaucoup. Merci, vous êtes beaucoup à réagir. Ça fait plaisir en tout cas, les amis. Ça fait beaucoup. Ça fait plaisir. Eh ben écoutez. Beaucoup là. Non. Hein ? Ça fait beaucoup là, non ? Allez, on balance les refs, on est dans zen, les amis. Il était pas prêt pour une première. Tant mieux, c'est bien. On est des gueudins. Non, en fait, ça des glingos. Hein. Ah, mais des vrais glingos. Super chronique, merci beaucoup. Et bah écoutez, on passe tout de suite donc à la nouvelle chronique de l'émission. C'est le box-office sur Killers of the Flower Moon. Tout de suite, générique. Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Tout de suite, extrait audio. Il y a des fois où je me demande si tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore. Alors tue ces hommes blancs qui ont tué ma famille. Et elle a dit qui elle redoutait le plus ?
Surtout ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours. Il me reste plus que ça à dérurer, alors un de plus, un de moins. Killers of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone. On retrouve aussi Jesse Plemons dans un rôle plutôt sympathique. Voilà, c'est le dernier film de Martin Scorsese qui a été produit par Apple Original Film. Donc c'est le premier film qu'on va avoir et c'est pas le dernier puisque le mois prochain, je vous l'annonce, on parlera de Napoléon qui est aussi un film Apple. Voilà, donc là les boîtes de streaming commencent à faire des très très gros films avec des très très gros cinéastes. Jérôme, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu le synopsis de Killers of the Flower Moon? Sinon, je le fais, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais, dis donc, un peu plus d'entrain, dis donc, il est... Il chafouin celui-là. Alors, il chafouin, dis donc. Merci pour les cœurs, pour la dimension, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, donc Killers of the Flower Moon, ça nous invite à suivre le personnage d'Ernest Burkhart, qui retourne auprès de son oncle du côté de Fairfax, Oklahoma, qui est donc en plein milieu d'une réserve indienne, la réserve des Osages. Et on va donc plus ou moins orienter son destin, puisque ce bon Ernest n'est clairement pas le couteau le plus affûté du tiroir, pardon. Et donc on va l'amener à être un taximan, qui va l'amener à rencontrer une jolie indienne qui, en plus d'être jolie, a plein de pognon, puisque détentrice un patrimoine. Oui, c'est un patrimoine de terre. Patrimoine, enfin, bref, elle peut toucher des dividendes des compagnies pétrolières qui se sont établies sur leur terre. Et donc, sous l'influence de son oncle, il va tout faire pour que, comme ils le disent très bien dans la bande-annonce, que l'argent coule du bon côté. Et puis, bref, c'est pas mal romancé. On romantise beaucoup, je trouve, ce personnage. Ok. Parce que on lui donne des sentiments. On fait en sorte qu'on s'attache à lui alors que c'est une ordure. Oui. Mais c'est une ordure manipulée parce que c'est un teubé quand même. Hein. Et là, justement, je vais te poser une question, Jérôme, Ouais. parce que je sais que là, on est déjà dans l'avis de Jérôme. Oui, on est déjà voilà. dans mon avis, ouais. C'est une vraie question, parce que moi, je l'ai vu en français. En français, toi, tu l'as vu en VO. Voilà, je sais, il y a pas mal de réactions par rapport à ton synopsis, Jérôme. On nous demande si... Là, il y a des gens qui sont inquiets pour toi et ils ont peur que tu manques de sucre. Donc voilà. Merci. Non, ça donc va, voilà, la glycémie est au top. Un Merci. peu de café. Voilà, en tout cas, tu reçois des petits messages d'amour, des petits cœurs, ça fait plaisir. Voilà, merci. Non, en fait, moi, je l'ai vu en français et je l'ai pas ressenti beaucoup le côté teubé. Est-ce que dans le jeu de DiCaprio, on a ce côté teubé? Moi, en français, j'avais plus l'impression d'une naïveté. Oui. Plutôt que... Ouais, enfin, excusez-moi. hein, du coup, la naïveté et le manque d'intelligence, qu'elle soit sociale ou autre, elle est là. Et puis, très souvent, d'ailleurs, les acteurs américains, vous verrez qu'ils sont comme ça quand ils jouent un débile. Oui, c'est vrai. Et là, ouais, c'est à fond ça. C'est exactement ce qu'on a sur l'affiche du film, etc. Et c'est ça, c'est... le type, on sent qu'il est pas très très éveillé quand même. Alors peut-être que ça transparaît plus dans le jeu en version originale. En tout cas, en version originale, encore une fois, DiCaprio, De Niro, enfin, tu les écoutes sans les avoir à l'écran et même en les ayant à l'écran, hein, finalement, tu pourrais ne pas les reconnaître. Tellement, ah oui, t'arrives à mélanger à changer leur voix. Ouais, tellement ils changent, franchement. DiCaprio est bon. Ah oui, non, puis De Niro, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Hein. Là, pour les gens qui l'ont vu en français, Killers of the Flower Moon, ça a dû vous faire un choc les quelques premières minutes, mais le comédien de doublage qui s'occupait de Robert De Niro, on va dire sur les 3/4 du temps, est décédé. Là, c'est un autre acteur qui fait la voix de Robert De Niro, si je me trompe pas. Donc, c'est vrai qu'au départ, ça peut choquer, mais je l'ai trouvé quand même très très bon, justement, le comédien de doublage qui fait Robert De Niro. Et ça aide à la performance pour justement pour montrer que c'est un personnage, on va dire, un peu de
salopard de Niro qui est complètement différent et qui se transforme aussi dans sa façon d'être, même dans sa posture. J'ai trouvé que De Niro, j'ai pas eu l'impression de voir un De Niro, tu sais. De Niro, pour moi, il respire un peu la classe, un peu comme quand on le voit dans le Joker où il est en Murray, un peu, tu vois, c'est très classe. Là, il fait faux cul pendant tout le film. Tu sens que c'est un mec. Tu sens que c'est une ordure en fait. Ouais, tu le sens tout de suite. Il y a que Ernest qui le voit pas, je trouve. Même les gens qui collaborent avec De Niro pendant le film, ils savent que c'est un connard. Tu vois, ils le savent. Il y a que Ernest, lui, qui voit une sorte de vénération pour son oncle. Je trouve, voilà, et c'est plutôt intéressant, c'est bien joué, je trouve, là-dessus. Moi, voilà. je pense que le personnage de De Niro, il lui explique les choses, mais il lui explique de manière trop subtile pour que lui le comprenne. Et c'est parce que, c'est encore une fois, parce que il est teubé, mais son frangin Byron, il est pas mieux. Hein. Oui. C'est juste que lui, il est content de faire n'importe quoi pour son oncle. Quoi. C'est vrai. On a une question pour toi, justement, Jérôme, qui est très intéressante. Est-ce que le côté VO du film rajoute beaucoup au jeu de DiCaprio par rapport à la VF? Bon, moi, tu l'as pas vu en VF, donc, mais est-ce que pour toi, la VO est indispensable pour le film, en gros? Je pense que la VO, elle est vraiment pas mal parce que ça. Enfin, je pense que ça retranscrit beaucoup mieux les intentions de jeu de chaque acteur au moment où ça a été fait, et probablement aussi ce que Scorsese, lui, il entendait du jeu, etc. Alors après, je vais pas venir vomir sur les VF, etc. On a la chance d'avoir des versions pas originales en France qui sont d'une qualité vraiment au top. Donc je vais pas cracher sur le travail qui est fait chez nous, que ce soit au niveau de l'adaptation ou le travail des acteurs donc, qui viennent redoubler les acteurs originaux. Mais ouais, il y a des chances que ce soit mieux. Au niveau de la subtilité du jeu, c'est peut-être un poil mieux. Voilà, moi je sais que quand je suis allé voir ce film-là, j'avais en tête Gangs of New York, et Gangs of New York, vous me retirerez pas que c'est mieux en VO. Ne serait-ce que par rapport à comment les acteurs ont travaillé leurs accents en fonction de s'ils sont irlandais ou non. C'est vrai. C'est mieux retranscrit qu'en VF. Oui, non mais c'est vrai, tu as raison. Finalement, c'est plutôt plat, quoi. Tu as raison. Donc on nous dit, j'irai le voir en VO alors. Eh ben écoute, je pense que c'est bien, c'est un bon choix. Voilà. Franchement, et le film est intimidant parce que ça fait quand même 3h30, et même en VO, ça passe parce que un autre truc qui a probablement de mieux en VO. Parce que souvent on a ce défaut-là en VF, c'est qu'il y a beaucoup de moments parlés qui sont en langue indienne, dans le dialecte des Osages, et je pense que la VF, elle en a probablement plus traduit que ce qu'il y a réellement dans le film. Okay. Parce que ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Okay. Et au final, tu te dis que avoir des sous-titres, c'est des sous-titres que tu aurais quand même dû avoir, puisqu'il parlait pas en anglais. Tu vas rire, mais en fait en VF, pour les passages où il parle en indien, il n'y a pas de sous-titres. Ouais, je crois qu'il y a très peu de sous-titres. Très peu. La plupart du temps, ça joue sur le côté où DiCaprio comprend ce que dit sa femme et lui va essayer de retranscrire aux autres. T'en as quelques-uns, des passages où il n'y a pas de sous-titres même en anglais, mais c'est des moments où c'est surtout dans le premier acte, parce que t'as pas encore été introduit. Tu fais pas partie de la tribu quelque part, et donc forcément tu ne comprends pas ce qui est en train de se dire. Mais après donc tu as des sous-titres sur les parties en indien, parce que on veut que tu comprennes ce qui est en train de se dire, puisque ça fait partie de ce que tu devrais capter, quoi. Ouais, et justement très bon commentaire là qu'on vient de nous envoyer en disant comme quoi rien à voir, on a des super doubleurs, c'est une autre proposition d'acting, le jeu de l'acteur à l'écran restera toujours plus intéressant, il compose le perso dans son entièreté. Voilà, je suis totalement d'accord avec ce commentaire. Et Kichi, quel est à ton avis sur Killers of the Flower Moon? Alors, juste avant, je vais rebondir sur le fait que moi, j'ai pas ressenti trop. Au tout début du film, oui, on ressentait un peu cette naïveté ou cette petite débilité, mais comme le film s'étale sur une dizaine d'années, sur la fin, on le sent moins. On sent quand même qu'il a pris un peu de plomb, on va dire, même s'il reste quand même sous l'emprise de son oncle, et vraiment que à la fin qu'il s'en extirpe. Mais voilà, j'ai pas. Moi, ça m'a pas choqué le coup des yeux. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est cette moue avec sa bouche comme ça en avant.
Il y a beaucoup de... Et ça, j'ai vu sur les internets, parce que je me fais un peu le porte-parole des internets, voilà, des avis un peu généraux. C'est un peu ce qui est ressorti. Est-ce que c'était un peu pas surjoué, mais un peu forcé, la mâchoire en avant. Moi, à chaque fois, je me disais, c'est bon, ça fait cow-boy, quoi. On se croirait, voilà. Bah ouais, mais bon, là, c'est quand même pas loin de... Oui, non, mais voilà, quand il descend du train, cette intro, ça fait très... Je sais pas, voilà, bon. Tu l'as pas senti naturel, quoi. C'est ça, voilà. Alors que dans d'autres scènes, il était complètement... Mais voilà, les scènes où il se pavanait avec sa move, bon, ça m'a un petit peu... Voilà, pas sorti, mais voilà, je trouvais ça un peu forcé. Sinon, donc, j'ai trouvé le scénario très bon, même si je pense, et ça je l'ai vu nulle part, il n'y a que moi qui... Ça sort de moi, je pense que cette histoire aurait fait une formidable série. Parce que le film est trop long, c'est une des critiques majeures qui ressort, mais à la fois pas assez. Il est trop long, donc c'est 3h30, et comme il s'étale sur 10 ans, il y a des scènes, il y a des cuts qui se passent après, de quelques années après, on le comprend dans les secondes qui arrivent, mais le fait que ça se passe sur 10 ans, qu'il est obligé d'avoir des cuts, etc. Et en plus, beaucoup de décès ou de morts sont un peu effleurés. Oui, il y a eu des morts, etc. Je pense que ça aurait fait vraiment une bonne série un peu enquête, etc. qui s'étale sur 10 ans avec une évolution de personnage plus rallongée, qui était vraiment teubé au début et qui est vraiment devenu un peu plus mature à la fin. Voilà, et en plus, ça manque un peu de séries historiques, hormis les séries historiques médiévales, etc., moyenâgeuses. Je pense que ça aurait fait vraiment une formidable série, voilà, juste pour ce côté-là. On a des très bons commentaires dans le chat, vraiment, qui nous dit comme quoi apparemment le jeu de DiCaprio a saoulé pas mal de personnes. Donc je pense que ça, c'est des critiques qui sont ressorties sur Internet. Mais surtout, on a Maxime qui nous dit comme quoi lui, il a lu comme quoi DiCaprio a abusé sur les improvisations et que ça a saoulé Scorsese et De Niro sur le tournage. Donc, les improvisations. Les impros, voilà. D'accord. Ok. Voilà, et ça les a un peu saoulés en vrai, comme quoi. Bah, après, je peux comprendre parce que Scorsese, je pense qu'il aime travailler avec DiCaprio, mais bon. Oui, c'est des acteurs fétiches. Là, c'était ces deux acteurs fétiches. De Niro d'un côté, DiCaprio de l'autre. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de films avec les deux. C'était vraiment une vraie rencontre en termes de cinéma d'avoir déjà ces deux géants dans le même film. Et voilà, super intéressant comme commentaire. Lucas, ton avis sur Killer of the Flower Moon? Parle bien devant le micro, mon ami. Oui, tout à fait. Non, oui, j'étais bien. Enfin. Merci beaucoup. Voilà. Non, merci, en fait, bonsoir. J'avais peur que les 3h26 annoncés soient longs. Ah ouais, c'était. Mais au final, je trouve que ça passait plutôt bien. Ok. C'est comme Après... t'as quand même de l'intrigue pendant tout le truc. Non, c'est vrai. Quelques petits rebondissements, des petits retournements de trucs et tout ça. Au final, ça allait quand même. Si l'intro du film, je trouvais que c'était un peu fouillis. Ok. Dans le sens où il arrive et tout ça. Puis après, tu passes sur. Il te montre une espèce de truc d'enquête avec des morts. Et après, ça repasse sur eux et tout ça. Oui, c'est le truc qui perd un peu, je crois. Mais après, sinon, tout le reste. Est-ce que vous n'avez pas réagi sur juste le coup de. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne série? Ah, juste le fait que, comme il dit, le rush. Non, mais le fait que ce soit rushé sur certains passages et que comme ça s'étale sur longtemps. Bah en fait, vraiment en mode enquête avec. Vis-à-vis de ça, je vais déjà commencer mon avis là-dessus parce que. Mon avis, je suis assez d'accord avec toi. Quand j'ai regardé le film pendant les 90% de tout le film, je me suis dit, ça me paraît bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un souci de montage avec ce film. De H20, tu vois, pendant tout le film. De A à Z. Il est à la fois trop long, mais à la fois pas assez. La fin, la séquence finale, justifie absolument tout. Tout. Le fait que finalement, on est sur cette scène et que ce soit raconté. Et que c'est pour ça qu'on passe d'un truc à un autre qui des fois n'a rien à voir et que dans le fond sonore, même que dans le fond sonore, on ait vraiment ces bruits de tam-tam pendant tout le long. Parce qu'en fait, finalement, il y a un mec qui est en train de faire un petit tam-tam à chaque fois qu'on est dans le village pour mettre une ambiance, etc. Je me suis dit, ça manque de VO, ça manque de BO impressionnante. D'habitude, c'est très beau en termes de musique. Scorsese, on prend le Loup de Wall Street, il y a un montage qui est impeccable, c'est au millimètre, etc. Ça m'a paru bizarre. C'est vrai que c'était très inattendu. Et quand on arrive à cette séquence finale, je me suis dit, ah d'accord, j'ai compris ce que tu as voulu faire. J'ai compris en fait que tu voulais mettre des images en fait sur une pratique qui existait à l'époque en fait où on racontait des faits qui se sont passés et que au dernier moment on nous révèle ça et que j'ai trouvé ça franchement super bien. Tu retires cette fin, je serais comme toi, David, je dirais potentiellement que cette histoire mérite peut-être potentiellement un peu plus de développement pour en apprendre un peu plus sur les personnages, pour avoir justement plus de background
tout ça. Ouais, Mais puis là, une avec cette fin, une lourdeur dans le village, etc. Avec des enquêtes qui se disent merde. Enfin, ça m'aurait mérité beaucoup plus de développement. Je pense que ça aurait vraiment, Ouais. je leur dis, fait une magnifique série. on a oui la bonne émission, merci beaucoup qui vient d'arriver sur le chat. Non, tout simplement, moi c'était mon avis. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jérôme, justement, de mon interprétation vis-à-vis du film, du montage, par rapport à cette fin. Ah, par rapport à la fin, tu vois, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que oui, finalement, le fait que ce soit raconté comme des chroniques à la fin, comme Orson Welles a pu le faire avec La Guerre des Mondes, par exemple, à la radio. Ok. Tu vois, c'est oui, éventuellement, je comprends un peu plus, mais ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que c'est un film qui prend le temps. En fait, de te montrer certaines choses et de rester sur la longueur. Par exemple, dans la bande-annonce, on a cette scène où Millie, le personnage, la Osage, la femme de DiCaprio, c'est Lily. Alors non, c'est Lily Gladstone, l'actrice, mais son nom, attendez, je l'ai. Oui. Elles ont presque toutes des noms qui se ressemblent. Oui, Anna, il y a Rosie, il y a Rita. Brita, ouais. C'est Molly. Molly, voilà. Je savais qu'il y avait du lit. Bref, et donc Molly, qui est dans l'escalier, etc., en train de hurler, etc. Là, on en a juste un morceau. Ça coupe au bon moment là dans la bande-annonce, mais dans le film, ça dure longtemps et c'est d'une telle intensité parce que on a tout le poids en fait de tous les malheurs qui accablent cette femme à ce moment-là, quoi. Et c'est dur, mais dur. Et tu sais que l'autre, même si on te montre qu'il l'aime, mais ça c'est l'œil de Scorsese. C'est la façon dont il a romancé son récit qui fait que il l'aime, etc. Ouais, je pense qu'il l'aime vraiment, le personnage. Enfin, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a le bénéfice du doute. Moi, je trouve qu'il y a le bénéfice, il y a un doute. Oui. Même à la fin. Chacun son interprétation. Non, mais c'est le parti pris du film, tu vois. Mais je pense que si tu prends juste les faits, c'est juste un crétin qui s'est fait manipuler par plus grand que lui pour niveler l'argent du bon côté en assassinant des gens. Bref, et donc là, t'as tout. Enfin bref, il y a une vraie intensité et du coup, il laisse durer les beaucoup de passages, etc. Qui il y a sont beaucoup, longs comme ça, ouais. Justement pour que tu puisses sentir tout le poids. Et c'est un film qui est clairement pas fait pour le jeune public actuel, qui est habitué à des trucs surcutés et tout le merdier. Et c'est là où, c'est ça qui fait son charme à ce putain de film, quoi. D'accord. Ok, donc je comprends ce que tu veux dire. Après, en tant que justement spectateur français, on a pu assister à ce film dans les cinémas. On se sent chanceux parce que aux États-Unis, si je me trompe pas, il sera sur Apple. Est-ce que pour vous, voilà, on en revient à ce débat-là. Ouais, je voulais, parce que tout à l'heure tu as parlé de Napoléon, mais parce qu'à la base, hein, j'avais cru comprendre qu'il serait moi sur Apple TV. Aux États-Unis, oui. D'accord, mais du coup en France, les films Apple ils sortent au ciné. Voilà, ils ont un distributeur. Et est-ce qu'ils sont sur les plateformes Apple aux États-Unis? Non, mais en France? Non, en simultané ou non, plus tard dans la... En France, non. Ils sont pas sur les... Donc il y aura bien la chronologie des médias pour nous. Normalement, c'est pas possible. Oui, non, mais voilà, ouais. Non, nous aussi. L'aubaine en fait, parce que là, tout à l'heure ça m'a fait tilt quand tu parlais de Napoléon. Moi, depuis le début, j'ai toujours pensé qu'il sortait sur Apple. Et c'est vrai que depuis quelques jours, je vois des infos comme quoi qu'il va sortir au cinéma. Donc, il sort le 22 novembre à Napoléon. Moi, je suis chez nous. Agréablement surprise. Que ce soit pour la bande-annonce de Napoléon comme pour le début du film, moi, voir le logo Apple sur grand écran, ça m'a sidéré. Oui, ça. Ok. Bref. Mais Netflix a déjà fait. Passer cette idée. Mais Netflix ne le fait pas pour nous, alors que pourtant il y a une section Netflix. Il n'y avait pas un film France. qui était sorti, il me semble. Il y a des avant-premières, si je me trompe pas, un petit peu exceptionnelles, avec des séries, tu sais, en mode genre Lupin qui a été présenté au Louvre. Tu vois, il me semble qu'il y avait un film. Est-ce que vous vous souvenez de Last Christmas qui est sorti il y a 3 ans? Last Christmas avec Emilia Clarke. Ouais. C'est sur Netflix ça de base? C'était un truc a priori avec Netflix, etc. Ah ouais, tu vois, je ne savais pas. Je savais même pas ça. En plus, oui, carrément, oui, je me souviens de Last Christmas. Je l'ai pas vu, mais je m'en souviens. Ah oui, on nous dit ça fait peur de savoir ça. Et oui, c'est vrai. Moi non plus, je me souviens pas du film. donc voilà quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Killers of the Flower Moon? Parce que moi, finalement, j'ai parlé du fait que j'avais adoré la fin.
Je vais revenir vite fait sur un truc aussi qu'on n'a pas parlé, mais il y a des très beaux caméos. On va pas les citer là, mais il y a des très très beaux caméos sur. Il y a notamment une baleine qui apparaît. Oui, et oh là là, elle est belle celle-là. Si vous êtes fan de cinéma, oh là là, elle est belle. Donc non, franchement, il y a des. Oui, j'ai cru voir qu'il y avait un caméo du. Bah tu l'as vu le film. Oui, mais de l'acolyte de Daredevil dans la série Netflix. Mais ça, je l'ai vu qu'en voyant une vidéo. Dans la série Netflix Daredevil. Je m'en souviens même pas. Je vois même pas. Comment il s'appelle donc il y a Murdoch et son pote avocat. Et apparemment, il a fait une très belle préparation que je n'ai pas vue dans le film, mais que j'ai vue a posteriori sur un film. Donc voilà. Et tu vois, je ne l'ai pas vu non plus. Voilà. Donc voilà. En tout cas, des beaux caméos. J'ai beaucoup apprécié. Donc autre chose à rajouter? C'est bon, Jérôme? Lucas. Moi, pour faire plaisir à Esteban, parce que j'ai vu son petit commentaire, il y a un caméo de Jack White, et ça, pas grand monde va l'avoir. Je l'avais aussi, moi. Ah ouais, incroyable. Juste, j'ai vu sa petite tronche toute rasée, je fais ah, il est là, lui. C'est vrai. Et ça m'a fait plaisir, j'ai pensé à Esteban direct. Voilà. Esteban est un très grand fan des White Stripes et de Jack White en règle générale. Voilà. Non, donc c'est l'adaptation d'un roman de 2017. Donc c'est pour ça que l'histoire revient sur la table, alors que c'est une histoire qui a 100 ans et dont on avait peu ou pas du tout entendu parler. C'est aussi quand même donc le bureau fédéral qui vient s'occuper de tout ça. C'est ce qui a existé juste avant la FBI. création de l'FBI. J. Edgar. Donc c'est quand même. Non mais voilà. C'est le créateur du FBI. J. Edgar Hoover. C'est ça. Et voilà, super. Et DiCaprio ne l'a pas interprété, J. Edgar, si je me trompe pas? C'est DiCaprio qui je crois. C'est bien possible. Ouais. Je vais juste regarder. C'est possible, ouais. Il me semble, alors encore une fois, il me semble avoir vu, parce que je vois tellement de reviews, il me semble qu'il y a une fact comme quoi à la base DiCaprio devait interpréter l'enquêteur, simplement le Ranger. D'accord. Le Texas Ranger. Voilà, et oui, c'est bien ça. Donc le film il s'appelle J. Edgar, réalisé par Clint Eastwood, et c'est DiCaprio qui l'interprète. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. On a Tiraklai qui nous dit si il l'a interprété. Voilà. Donc oui, et il est vite fait cité dans le film. Dans le chat, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous dire un petit peu votre avis. Voilà, pendant que Jérôme termine son avis. Donc il y a tout ça. Il y a aussi le fait, moi ça m'a choqué et je vous en ai parlé tout à l'heure en off et vous n'aviez pas fait le rapprochement que le film Babylone, il se passe en même temps que ces événements-là, quoi. On est exactement à la même époque. Donc c'est-à-dire que tu fais 900 km à l'ouest par rapport à où ils sont dans les États-Unis. Et tu as des gens qui sont en train de faire la fête, de se mettre de la coke dans le pif et de se faire chier dessus par un éléphant, quoi. Déjà, quand on fait ce rapprochement-là, on se dit ah ouais, c'est ouf en fait. On voit pas le monde d'il y a 100 ans comme on nous l'a montré ces deux fois-là. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Et derrière, donc, le titre, il est ouf aussi. Killers of the Flower Moon, donc ils sont vraiment plusieurs tueurs. Les Flower Moon, c'est ça, c'est le nom du peuple si on veut, mais en fait c'est parce que déjà ils sont sur une terre qu'on leur a donnée. On les a déjà virés d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit dans l'intro. On les a virés d'ailleurs et on les a mis ici parce qu'on pensait qu'il n'y aurait rien d'autre que ces putains de fleurs qui pousseraient, quoi. Sauf que pas de bol, on a trouvé du pétrole et ils avaient le droit d'exploiter ce qu'il y avait dans le sous-sol, même en tant qu'Indiens. Et ça c'est quand même ouf. Ça c'est assez dingue. Et donc Killers, le premier de tous ces tueurs là, finalement c'est le pétrole. Et c'est quand même dingue. Quand on met tout à plat. Et puis j'avais une dernière chose à dire, mais elle est partie. Elle est partie, envolée. Envolée. En tout cas, on nous dit que on a intrigué quelqu'un. Il va aller le voir demain. Donc super. Franchement, contrairement à l'Exorciste Dévotion, je vous conseille fortement d'aller le voir. On a de la chance qu'il soit au cinéma, comme on a pu le dire, parce que c'est un film Apple. On ne sait pas si les films Apple vont continuer à être en tout cas distribués chez nous comme ça. Faites une grosse pause pipi avant. Moi j'ai dû quitter la séance 2 minutes. Et c'est là où c'était perturbant parce que le film était quand même tellement prenant. Franchement, pour l'année, donc j'avais une énorme envie, mais j'allais me faire dessus. Mais je ne trouvais pas le bon moment parce qu'à chaque fois qu'une scène passe à une autre, je me dis j'y vais. Mais c'était tout de suite une scène qui me dit ah mais attends, faut que je reste parce que là ça a peut-être été ça. Voilà.
et j'ai été uriné sur la scène où DiCaprio est dans le bar et que après je ne sais pas ce qui se passe. Tu sais quoi, cette petite anecdote t'humanise un petit peu. Elle t'humanise énormément. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour l'avis sur The Killers of the Flower Moon. Et justement, Ekichi, je crois qu'il est temps que l'on passe à ta chronique, l'Izakaya de Ekichi. C'est parti, générique. Un petit pipi. Donc l'Izakaya de Ekichi, voilà, donc nous arrivons, nous sommes dans le bar, dans l'Izakaya justement de Voilà, Ekichi. je sors les petits verres et n'hésitez pas à vous servir. Donc là, bon, je n'ai malheureusement pas de saké, pas encore, hein, donc c'est des whisky japonais. Un Toguchi apparemment qui est un bon whisky japonais, Oui, il oui, était voilà. très bon tout à l'heure. Juste, je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne consommez avec pas... modération, évidemment. Voilà, donc à consommer avec modération. Même si je n'ai Et jamais- dans le chat, on évite la vanne. Ouais, c'est qui modération Voilà, eh parce ben, qu'elle a juste- été faite il y a 10 ans. Exactement. Voilà. Et qu'on l'a fait juste avant, Voilà. avec Simoni aussi. Exactement. Voilà. Surtout Donc, voilà. qu'à la modération, on a Gary et on ne l'oublie pas. Merci Gary. Et oui, exactement. Gary, d'ailleurs, comment se passe la régie? Ça se passe bien un petit peu? Très bien. Nickel. C'était l'intervention de Gary. Nous, Voilà. nous, on voit juste un dos. c'est Ah oui, non, incroyable. nous c'est magnifique. Non, et oui, on nous dit ça a changé le concept. Et oui, c'est le principe. On voyage donc dans l'Izakaya de Ekichi. Nous passons. C'est combien de kilomètres le Japon? Ah, en kilomètres, je sais pas. Bonne question. Ouais, je me suis jamais. Ou alors j'ai dû le savoir. En et tout ça cas, m'est- bon. on En fait tout un cas, vol. beaucoup de kilomètres. Après un vol d'oiseau. Sur un générique de environ 10 secondes, on a fait 17 heures d'avion. Environ, c'est ça, c'est 15. 13. 13 en direct. Et vu qu'on est pauvre, 17 heures. Oui. Et ça, J'ai toujours pris- c'est incroyable, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je sais que quand je suis allé J'ai au fait Japon, des escales, oui. j'ai fait une escale à Hong Kong. D'ailleurs, c'était extraordinaire de. Oui, j'ai dit, servez-vous. Il a dit servez-vous. Ça a Donc, changé les Izakaya. T'as vu? Alors, on est parti. Je te oui, laisse la donc main. même si ça s'est pas spécialement ressenti dans l'émission, c'était quand même plus ou moins une spéciale Halloween. Donc je vais tout simplement vous parler de Halloween au Japon. Oui. On a le kilométrage exact. Ah. Merci beaucoup, c'est beau. Un chat réactif, c'est ce qu'on voulait sur Ah, Twitch. merci Voilà, beaucoup. 9800 km le Japon. Et ben, Voilà. voilà. Donc en un générique, Presque 10 000. vous avez fait voilà, 10 000 bornes. 10 000 bornes. Voilà. Donc oui, je vais vous parler donc de Halloween au Japon. Déjà, je voulais vous demander, c'est quoi votre rapport avec Halloween ou le souvenir que vous en avez. En plus, en plus on a le doyen et le genou juste à côté. Quel souvenir vous avez Merci pour d'Halloween? ça, tu le paieras. Non mais Et calmez-vous dans le est-ce que- chat, non, on est-ce veut que vous vous- voir torcher. Non, mais est-ce dis que- non là, les amis là. Est-ce que vous Alors non, aimez, on n'a est-ce, pas le non, est-ce droit que de vous l'être. aimez, est-ce que vous aimez Halloween? Est-ce que vous aimez cette fête? Et comment vous la fêtez? Est-ce que vous la fêtez? L'avez-vous fêtée, etc., etc. Voilà, votre ressenti simplement avec cette fête. Oui. D'accord, il aime Halloween. Ok, super. Est-ce que tu aimes Halloween, Jérôme? Enfin. Réaction là, réactif un petit peu Mais enfin, là, dis c'est donc, le juste une fête chafouin. commerciale. Le chafouin. Ah, c'est commercial. Non, je sais pas. Non. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Quand tu étais jeune. Et quand tu étais jeune. Non, quand j'étais jeune, on faisait carnaval, on faisait pas Halloween. Ok, d'accord. Donc, Ah oui. Étonnant. Bah, moi j'ai fait beaucoup Halloween aussi, donc c'est une fête Ouais. que j'apprécie beaucoup. Halloween, En fait, l'ambiance me plaît bien. Halloween en France, c'est arrivé un peu comme au Japon, à peu près à la même période dans les années 90, fin 90. Donc moi, c'est vrai que j'étais en plein dedans. J'avais 10 ans, donc on a vraiment fêté Halloween. Même mon village de l'époque organisait une soirée Halloween dans la salle des fêtes, la mairie, donc gratuit. Tout le monde venait déguisé, c'était vraiment très sympa. Donc Halloween, voilà. Après, je trouve, comme on en avait parlé, je crois, il y a 2 ans, lors de la première, avec la chronique des yokai, où on disait qu'Halloween se perdait peut-être un peu, je trouve. Alors après, il y a beaucoup de. Non, on a des Ça gens, rigole. ça nous fait rire. Les C'est par rapport- commentaires des chats sont incroyables parce que Jérôme, tu as plus aux soirées, dis donc. Non, je viens plus aux soirées. Non, mais c'est vrai. Halloween, vous voulez mon ressenti? Moi, je pense que c'est le dernier moment avant qu'on lâche Maria Carey, tu vois. Ah oui. Après, là, c'est- elle arrive. c'est les tu chevaux. vois, on lâche pas. exactement. Et ça, c'est quelque chose comme qui est une beaucoup. Valkyrie. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué par chez nous, ne serait-ce que dans nos magasins. Dès qu'il y a les accessoires Halloween, il y a les accessoires de Noël à côté. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette surconsommation de. Tu vas à Action, tu as le rayon Halloween, tu as le rayon Noël à côté. Laissez passer Halloween d'abord. Vous avez 2 mois, 1 mois et demi pour préparer Noël. Enfin, mettez les décos de Noël Oui. après. C'est vrai qu'on est toujours dans cette consommation. Mais Ok, donc voilà, totalement d'accord avec Jérôme. On nous dit voilà, bravo Jérôme.
Tu galvanises le chat, Jérôme, c'est incroyable, bordel. D'accord à quel propos pour la Merci, commercialisation, je vous parce que aime. oui, Halloween est une fête avant tout commerciale, bien évidemment, mais elle est, je trouve, assumée par rapport à la Saint-Valentin ou même Noël. Halloween, on sait qu'on va dépenser, déjà, on va acheter des bonbons, on va acheter des accessoires, on va acheter des déguisements. Oui, c'est commercial. Mais on va donc, du coup, au Japon, c'est arrivé donc, à peu près à la même période. Mais savez-vous qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui a popularisé du moins Halloween au Japon, l'événement. Donc j'ai quatre petites interrogations quand même pour vous. Okay. Est-ce Mickey Mouse? Est-ce un TV special Naruto? Est-ce un film d'horreur américain sorti au moment au Japon? Ou est-ce, j'essaie de me relire. Ah non, c'est. Non, mais il écrit en hiéroglyphe ou quoi là? En fait, le mec a du mal avec les hiragana. Non, c'est normal. Ou est-ce un meurtre qui a été produit le soir d'Halloween? Voilà. Qu'est-ce qui a popularisé, où Halloween a connu une essor au Japon? Donc je répète, Mickey Mouse, un TV spécial Naruto, un film d'horreur américain sorti donc pour Halloween, ou un meurtre le soir d'Halloween. Non, mais un TV special de Naruto, tu nous prends pour des lapins de 6 semaines ou quoi? Le TV special de Naruto, déjà ça c'est sûr et certain, ça possible. sort de l'esprit de Eikichi, tu vois. Naruto, il devait exister en manga, mais pas en animé, tu vois, c'est pas possible. On nous dit, je vais faire. Non, un TV spécial Naruto. C'est un épisode. Halloween, tu vois. C'est un épisode spécial. D'accord, mais un TV special de Naruto à la fin des années 90, donc. À quel moment c'est possible? J'avoue, quand j'ai écrit, j'ai dit il fallait que je trouve on plus est sur de l'anachronisme. Donc, Mickey Mouse, un film d'horreur ou un meurtre le soir. Alors, c'est bon. Je pense que c'est Maria Carré. On va laisser parler le chat parce qu'on a une réponse qui nous vient du chat. On nous dit, c'est Arsouille qui nous dit, elle dit, moi je dirais le film. Elle dit que c'est le film qui a fait venir Halloween. Et moi je suis d'accord avec ce commentaire. Et ben elle est beaucoup d'accord avec toi, Jérôme, parce que justement elle parlait, elle était d'accord avec toi pour faire lâcher Maria Carré après, tu vois. Ah, merci. Donc au risque de vous décevoir, non, ce n'est pas un film. Donc c'est Mickey Mouse alors. Voilà, c'est Mickey Mouse. Je m'explique. Alors, bravo chat, vous l'aviez les gars. Ah bah voilà, quand je dis en fait ce qui a popularisé Halloween, donc Halloween a existé quelques années un peu avant, amené par les Américains en fait, amené par des expats américains qui fêtaient Halloween dans des trains et donc après ils ont fait des trains spéciaux décorés Halloween, et d'ailleurs Halloween au Japon se fête beaucoup aussi dans les trains, et d'ailleurs le Japon sont très fans de trains. Ils ont à chaque événement où ils griment des trains, soit pour un événement où il y a même des trains spéciaux, voilà, puis un train Pikachu, etc. Mais c'est tout simplement en fait Disney au Japon qui a un jour fait l'événement Halloween, et là déjà les Japonais sont ultra hype fan de Disney. Disneyland pour eux c'est un truc de ouf, et donc quand ils ont fait les parades, etc. Halloween, alors là je dis pas que c'était la première mondiale, mais la première fois qu'ils l'ont fait au Japon, la première fois qu'ils ont fait l'événement Halloween. Après les Japonais, tous les ans il y avait ils fêtaient Halloween et ils en étaient dingues, complètement, et voilà, c'est Disney qui a amené le. Ok, donc finalement Disney. Et après il y a le parc Universal Studios qui a suivi, le Aki à Osaka, etc. Et tous les parcs après ont fait les événements qu'on connaît. Disney, dès qu'il s'agit de ramener quelque chose de commercial. Bah ils sont balèzes. Ils sont bons, hein. Mais ils sont bons, c'est con, hein. Non, ils sont pas mal. Mais après, par contre, c'est vrai que je suis assez d'accord avec un commentaire du chat, parce que moi, Halloween au Japon, j'ai vraiment le préjugé exactement tout pareil que le commentaire. Le préjugé que c'est ultra blindé partout dans les rues et ils sont tous déchirés. Alors là, vous m'avez devancé de quelques chapitres. On va justement d'abord parler des différences, des différences dans lesquelles on fête Halloween en Occident et au Japon. C'est vrai qu'en Occident, c'est plutôt à la base une fête spirituelle dans laquelle on fête les morts, ou la frontière entre les vivants et les morts. Je crois que c'est celtique, à la base. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc au Japon, c'est surtout et principalement une fête commerciale, hein, puisqu'ils ont aucune attache spirituelle à cette fête, sachant qu'ils ont déjà en fait leur croyance à la base vis-à-vis des morts. Et ils ont une fête qui s'appelle le Obon, le Obon ou Obon, voilà, c'est où ils font des offrandes, etc. C'est amené par Bouddha. Et donc du coup c'est la grosse différence, et c'est vrai que eux c'est commercial à fond, ils vont à fond dans le délire. Toutes les rues sont blindées. J'ai quelques chiffres, alors excusez-moi, vous m'avez devancé. En 2019 à Shibuya, il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues. À Shibuya, qui est certes le quartier touristique à mort, mais voilà, quand tu as 1 million de personnes dans un quartier, certes de la taille d'une ville, mais 1 million, tu prends une ville, une petite ville, tu mets 1 million de personnes déguisées, complètement déchirées, bien évidemment, ça amène à des dérives, etc. Et donc voilà. Parce qu'on est d'accord que la notion de faire la fête au Japon est complètement différente aussi
que chez nous. C'est vrai qu'ils sont très décomplexés et ils consomment énormément d'argent. Pas d'argent oui, et surtout d'alcool. Mais par contre, ils arrivent à faire le parallèle entre le moment où ils font la fête et le lendemain on reprend le boulot et ils en parlent pas. Voilà, ça c'est un truc typiquement japonais, c'est un truc de dingue. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas de vacances et qu'ils osent du pas moment présent. Et le lendemain c'est et qu'ils n'osent pas les prendre complètement. Tu sais, c'est très mal vu. C'est vrai. Donc ouais, ok. Non, oui, pour parler de quelques chiffres, donc, le business d'Halloween. Donc en 2019, donc c'est la dernière année où c'est revenu parce qu'après il y a eu le Covid. Après voilà, j'ai pas les chiffres. Les revenus économiques du Japon pour Halloween sont de 115 milliards de yens, donc ce qui fait 870 millions d'euros. Ce qu'a rapporté Halloween à l'État japonais. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Et t'as un comparatif avec nous autres par Non, exemple du coup non. Donc je sais pas si c'est cher ou pas. Non, mais c'est-à-dire qu'à mon avis chez nous ça rapporte que de chi quoi. Je pense peut-être un peu moins. Je pense que déjà les Français sont pas super attachés à Halloween. Oui, on est plus attachés à Noël. Non, mais c'est-à-dire que Halloween ça va se résumer à une fête obscure chez un pote où tout Oui. le monde doit être déguisé, mais il y en a que la moitié qui le font. Oui, C'est vrai. Tu vois. Oh putain, c'est tellement ça. Non mais voilà. Tellement ça. Et non les gars, Halloween party les amis. Tout le monde se costume hein, cette année. Le thème c'est la neige et les zombies. Non mais il y a même pas le thème. En plus t'essayes d'être gentil, il y a pas de thème etc. Il y a toujours un qui arrive. Oh désolé, j'ai pas eu le temps. Ouais, c'est vrai que Et c'est gros, dommage. Ou ça, je suis déguisé en moi, voyons. Oui, non mais ça va. Tu m'as attendu tout de suite là, j'ai eu envie de te taper. Je suis déguisé en smicard désabusé. Donnez un sucre à Jérôme s'il vous plaît. Non, Qui a dit ça encore? mais c'est vrai qu'en parlant de déguisement, les Japonais, tu leur dis je fais une soirée déguisée, et d'ailleurs à Halloween, il y a des milliers de personnes qui se ne déguisent pas du tout dans le thème d'Halloween. Il peut y avoir divers déguisements, des nanas qui se déguisent un peu en cosplay. La gueule, Non, mais même se déguiser. En fait, les Japonais, je pense que vous le savez, en ce qui concerne le cosplay, sont à fond dans le délire. Même quelqu'un qui a très peu de moyens, quelqu'un de la classe moyenne, va investir toujours dans un beau déguisement parce que le Japon sont comme ça. Ils font même des bouffes spéciales. Je crois qu'il y a beaucoup de chaînes de restauration qui font des bouffes spéciales. Il y a Domino's là-bas qui fait des pizzas spéciales Halloween avec une part ultra épicée à mort, etc. Enfin, la pizza roulette, etc. Ah, c'est Mais t'as plein de même au niveau de la bouffe, ils font des événements, des concours de déguisement bien évidemment. Et comme je vous ai dit, ils font aussi beaucoup dans les trains. Il y a des trains qui sont privatisés et ce qui dénote un peu avec le calme divin dans un train au Japon finalement. Ils ont un jour dans l'année où ils vont faire la bringue dans un train, mais tout le reste de l'année dans le train c'est l'endroit. Il ne faut pas éternuer, il ne faut pas tousser, il ne faut pas se moucher. C'est un truc de dingue. C'est vrai que c'est fou. Bon, je sais que Lucas et Jérôme, vous n'avez pas été au Japon. D'ailleurs, est-ce que c'est un choix ça vous tenterait d'aller au Japon un jour ou pas? Est-ce que c'est un choix de ne pas y avoir été? Tu sais, ça me tenterait, mais c'est un choix de mon portefeuille de dire non. Non, mais un jour, comme je vous ai dit, franchement, un jour, Inch'Allah. Alors, on y va tous. Je pense que j'ai le même banquier. D'accord, oui. C'est vrai que je vous avoue, ça a été cher, mais je regrette pas du tout d'y avoir été. Tu sais, c'était vraiment une bulle cosmique. Quand tu y vas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que quand tu vas au Japon, tu es obligé d'y retourner parce que tu sors. T'es tellement dans un choc culturel profond. Et t'es bien, enfin je sais pas ce que t'as ressenti. Bon bah moi voilà, ça m'a tellement alpagué que j'y suis retourné 3 fois derrière, donc 4 voyages au compteur et je l'espère moult après. Mais quand je suis là-bas, c'est vrai que je me sens serein. T'as cette, comme tu dis, t'as cette bulle. T'oublies franchement. Quand j'y étais, j'oubliais jusqu'à ma famille en fait. J'étais là-bas, j'étais bien. T'es serein, non je. En tout cas, je vois que dans le chat, vous avez les mêmes problèmes que nous. Grave, le portefeuille est pas d'accord, le portefeuille est pas assez épais, donc on est d'accord. Ah non, mais de la même façon que j'adorerais aller à Fairfax, Oklahoma, tu vois. Mais c'est pareil. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai déjà du mal à aller à la Bourboule. Première ville qui vient, c'est Bourboule. Non, première destination de merde qui me vient, c'est la Bourboule. J'ai rien contre les gens qui sont de la Bourboule, c'est probablement très beau. C'est trop fort. Mais du coup, vous n'avez vraiment pas d'attache à Halloween, que ce soit ne serait-ce que tiens, c'est Halloween. Je vais allumer une petite bougie ou je vais aller voir un film d'horreur. Non, vous avez vraiment. Franchement, non, mais c'est une vraie question. Moi, je suis pas. Moi, je suis si tu me poses un la peu question, détaché de c'est ça vrai aussi. qu'éventuellement, des fois, je vais essayer de donner l'élan. Genre, on se fait une soirée film et on va se mater
Tu vois, j'avais essayé de faire ça. Bon, et puis il y a eu les différents couvre-feux qu'on a connus, etc. C'était un peu compliqué. Et je t'avoue que j'ai pas relancé le truc, mais ouais, il y a une année où tu vois, je voulais qu'on se fasse l'Exorciste, le film coréen avec le train. Là, Ah, Dernier train pour Busan. Voilà, exactement. Tu vois. Bref, en gros, il y avait un film de zombies, un film de possession et un film, je sais plus, d'Alien, je crois. Tu vois. Ok. Tu vois, j'avais fait ma petite programmation et puis je m'étais dit ouais, vas-y, on se prend un rétroprojecteur, on se patte ça et puis on se bourre la gueule et puis ça. Mais après, comme tu l'as dit, le Covid, il a malheureusement Mais bon, bref, un peu déssociabilisé tout ça. Il y a ça aussi, tu vois. Éventuellement, je vais plus avoir tendance à faire ça plutôt que d'aller dans une soirée moisie où j'ai finalement pas envie d'être à supporter ou que tu organises toi chez toi. Ah les gars, dans le chat vous êtes trop forts, hein, franchement. Alors dites-nous dans le chat Voilà. justement vos soirée classiques d'Halloween, vraiment un film classique Halloween. On a un petit Joséphine Ange Gardien pour Halloween, t'inquiète, t'as ton film d'horreur. Des gamins qui font le tour des villages pour quelques bonbons. Bon, ça c'est le Halloween classique pour. Ça, je sais pas d'où petit matin. vient par contre cette. Je pense que ça vient des États-Unis, ça. Cette coutume. Cette coutume, ça vient des États-Unis. Ça. Mais qu'est-ce qui a amené qu'est-ce qui a amené le coup des bonbons? Toi, ça, je sais pas. Ça, j'en sais rien, mais tu vois, par exemple, nous pour le Japon, j'y suis. On a Hocus Pocus qui sort. Ah, Hocus Pocus, merveilleux. Là, vous avez vu, là, c'est le vrai GG avec de la forme. Merveilleux. C'est extraordinaire. Les deux premiers Hellboy pour Black Sand, je suis assez d'accord. De Hellboy, c'est des super films d'Halloween. Voilà. Non, c'est bien. On a une petite réticence sur le deuxième Hocus Pocus, par contre. Le deuxième Hocus Pocus. Oui, alors franchement. J'ai eu la même réticence que vous, j'imagine. Je voulais pas le voir. Je l'ai entamé. J'ai regardé les 10 premières minutes et là je me suis dit oh non, ça va parler de sorcières de TikTok. Je veux pas voir des sorcières de TikTok. Du coup, j'ai arrêté. Et puis une semaine s'est passée et je suis tombé donc sur la review de Durandal sur ce film-là. Et du coup, je me suis dit allez, vas-y, on regarde et on va voir. Et là, en fait, il m'a donné la dimension donc Kemp. Donc la dimension qui va avec quelque chose de très très ouvert par rapport à l'homosexualité, c'est quoi le côté drague le côté drague, voilà, exactement, etc., que finalement est mis en avant par le surjeu des trois sœurs Sanderson dans le premier déjà. Et vu que quand les sœurs Sanderson, y a ce côté très très drama queen qui arrive, etc. C'est un peu ça, c'est carrément ça. Ah oui, non, c'est complètement ça. Et il m'a ouvert les yeux sur un film qui était un film de mon enfance et que j'avais adoré parce que c'était mon petit bonbon entre Halloween et Noël. On sent tout de suite que c'est un petit bonbon. À regarder sous un plaid ou en pyjama avec un chocolat chaud dans un mug, tu vois. Oui. Bref, le truc sympa. Et du coup, il m'a montré un aspect du film que j'avais pas vu. Et du coup, je me suis dit, allez, je relance le 2 avec ce côté-là. Et là, j'ai pris mon pied. Et franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa que ce que les 10 premières minutes me donnaient à voir. Ok, donc on a Hocus Pocus pour toi, GG, en classique. Lucas, ton classique de Halloween. Comme tous les ans, Evil Dead. Mais voilà. Alors attendez, on va mettre les points sur les i. Dans n'importe quelle situation, Lucas vous sortira Evil Dead. Non, film comique, Evil Dead 2. non, mais c'est donc Evil Dead. Et toi, Ekichi, t'en as un classique? Ma saga de cœur, d'épouvante de cœur, c'est Scream. Donc je conseillerais toujours un petit Scream. Un des derniers, à partir du 4 au 6, voilà, parce que maintenant on est un peu plus vieux. Donc non, toujours un petit Scream, je pense que le soir d'Halloween, ça fait toujours. Ok. Alors t'es un peu plus vieux et tu conseilles des trucs de Jones. Non, mais parce que voilà, pour vivre avec son temps, GG. Vivre avec son temps. Mais je suis désolé. Au niveau de la régie, c'est quoi son petit classique de Halloween, mon Gary, le petit film de Rob Zombie qu'on s'était fait il y a 2 ans? Alors non. Non, je sais pas si tu veux, on peut faire Conjuring, mais ça je le regarde pas tout seul. Oui, les Conjuring sont.
Mais j'ai cru voir j'ai cru voir aussi quelque chose cette semaine sur les internets et je suis d'accord avec parce que je l'aurais également cité. L'un des meilleurs films d'horreur a priori, ce serait Sinister et je suis assez d'accord. Les deux sont vraiment très très bons. Ah, j'ai pas vu le 2. Le premier, oui, le 2, j'ai trouvé ça naze. Oui, le premier, voilà, le premier c'est indéniable. Et parce que moi, faut savoir que je suis très difficile sur les films d'horreur. En fait, c'est pas un genre que j'apprécie, peut-être parce que j'ai pas certains codes, etc. Mais parce que et non pas parce que j'ai peur, mais justement parce que il faut vraiment que je rentre dedans. Il faut vraiment que le film m'alpague avec son ambiance, etc. Et je trouve que Sinister est très très bon pour ça. On a l'étrange Noël de Monsieur Jack qui arrive aussi. Moi, je suis assez d'accord. Oui. Et moi, je vais dire mon petit classique pour Noël. Ça va peut-être pour Halloween. Justement le The Batman. J'ai bien aimé le côté un peu Halloween parce que c'est adapté d'un long Halloween derrière. Et j'ai bien aimé en fait que derrière sous-jacent ce film d'enquête, il y avait un Halloween à Gotham City. C'était franchement pas mal. Donc cette année, ça sera The Batman pour moi en classique de Halloween. On a d'autres choses pour. Oui, en fait, on a les noces funèbres aussi qui pop, c'est vrai. Les Burton, ça marche bien. Les matchs du PSG ou la Ligue des Champions, j'ai vu marquer. j'ai pas vu, bien joué. Si on est fouteux, ça peut être le cauchemar. Ou le dernier en date, Exorcist Devotion pour se faire peur de. J'ai peur de. Même pour ça, on gâchez pas votre argent. Non, pas au cinéma, j'entendais. Les Scary Movies sinon. Oui, voilà pour le côté un peu drôlerie. Oui, voilà pour rigoler avec les copains. Voilà direct. Non mais ça va pour les deux premiers. Après, c'est déjà bien deux films. Perd en qualité. Une petite soirée Halloween, au bout d'un moment, c'est 2-3 films, pas plus. Après, c'est long. Après, on s'endort. Si c'est soit on fait une fête, une Halloween party, et là c'est shooter à balles à base de cervelle de singe, etc. Voilà. Du coup, si ça c'est au top. Si t'es à la cervelle de singe, du coup, tu t'en fous des films qui passent. SOS Fantôme, on nous dit, c'est bien. SOS Fantôme. Oui. Je suis d'accord, super. Franchement, vous avez bon goût dans le chat, c'est cool. On a d'autres choses. Non, en fait, alors du coup, cet excédent de personnes qui font la fête, donc forcément, quand tu multiplies le nombre de personnes par le nombre de personnes qui picolent, forcément, ça amène à certaines dérives. Donc en 2014, il y a eu un tellement gros rassemblement à Shibuya que la police a été dépassée et donc a créé une brigade spéciale d'urgence. Donc les Japonais ne vivent jamais dans l'urgence. Les Japonais sont tellement chronométrés et millimétrés qu'il faut en amont qu'il y ait la hiérarchie, etc. Là, ils ont créé une brigade spéciale d'urgence de 200 policiers spéciaux pour combattre cet excédent pour combattre cet excédent de personnes qui du coup je sais que dans le chat il y en a qui vont être et en 2018, je sais pas si vous avez déjà vu cette image, en 2018 il y avait eu une camionnette qui avait été renversée, en fait un groupe de personnes qui avait fait bouger une camionnette des va-et-vient et qui avait renversé une camionnette tout simplement. Donc ça avait été et ça, ce genre de choses au Japon c'est très choquant. Chez nous ce serait normal. Non, ce serait récurrent. Ce serait récurrent, voilà, pardon. Mais au Japon, donc ça a été. C'est ça. Et donc il y a beaucoup de magasins qui maintenant, voire je crois tout, qui interdisent la vente d'alcool le soir ou les quelques jours avant Halloween, bien évidemment. Ok, d'accord. Pour faire face à ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, justement, il y a eu un drame le soir d'Halloween au Japon. Enfin, un drame. Oui, un drame au Japon. Ça ne vous dit, ça ne vous parle pas. Tu parlais de Batman justement tout à l'heure. Ok. Dans le chat, on nous dit les verres sont vides, la recharger, les gars. Bref, merci. Donc oui, tu parlais de Batman tout à l'heure. Ouais. Donc, qui a un petit peu un lien. Vous avez pas... Ouais, non, ça, vous en avez parlé quand même sur les réseaux. Ça vous dit rien? Un Japonais qui s'était déguisé en Joker. Je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je crois que c'était l'année dernière. Qui s'était déguisé en Joker dans un train. Avec son image avec la clope au bec, et il a poignardé donc 17 personnes, donc 16 blessés dont un en état grave. Et quand les policiers l'ont interrogé, il a dit que son but c'était tout simplement de tuer et d'être condamné à mort. Voilà. Non mais vous avez pas vu cette image où vous tapez Joker Japon Halloween et voilà, c'est un mec qui avait foutu le feu aussi à un train. Il était dans le train, le train en flamme, il avait poignardé des gens, il était habillé en Joker en plus, très beau, très bien fait en plus. Et justement c'était un petit peu le drame qu'il y a eu l'année dernière, je crois. Ah ouais, bah non, au Japon. Je savais pas du tout. Donc méfiez-vous des cosplayers un soir d'Halloween dans les trains. Après attention les gars, là c'est il y a de plus en plus de tarés dans le monde, donc forcément le Japon ne fait pas exception. Alors déjà, et puis surtout il faut se dire que c'est pas parce que on regarde des films de la pop culture, des choses comme ça, qu'on va forcément être influencé. De base, peut-être ce sont des gens qui ont aussi des déviances aussi. Ah oui, non, donc, mais voilà. Oui, parce que voilà, ça n'a rien à voir avec le costume. C'est le gars, il a juste profité d'Halloween. Oui, c'est ça. Je vais aller en Joker. C'est ça, voilà. Et quand les policiers l'ont interrogé, il a dit bah non, voilà. J'ai juste tué des gens. Et la conclusion, c'est éviter les trains à Halloween au Japon. Voilà, on sait jamais. Alors, faut éviter le train tout court, ouais. Ah, donc tu conseilles pas, c'est une activité. Ah non, mais tout court. Moi, je me souviens d'une soirée Halloween que je suis allé faire en région parisienne.
J'ai emprunté la bagnole de mes parents pour aller jusqu'à la gare. Je me suis garé à la gare, j'ai pris mon train, tout ça. Je suis allé à Paname, j'ai fait ma soirée. Je reviens le lendemain. Il y avait eu 10 bagnoles de fracturées sur le parking, dont celle de mes parents. Putain, ouais. La bonne soirée, hein. Ah, j'étais heureux. Alors que j'aurais pu. Enfin bref, je voulais pas y aller en bagnole parce que c'était un quartier qui craint à Paris. J'aurais mieux fait d'y aller. La bagnole, elle serait peut-être toujours debout. Ah là là, la galère. Eh ben écoute, t'as fini, Kichi ? Oui, bah c'est fini pour moi. Eh ben super, merci pour tout. C'était trop bien, trop bien. Mais voilà, pour le conseil d'éviter les trains, malheureusement, toi qui as aussi été, c'est indispensable le train. Et puis c'est le moyen de transport le plus sûr et le plus chronométré, millimétré et le plus facile d'accès. En fait, au Japon, tu prends une carte Suica ou tu prends ton JR-Pass. Et non, le train, malheureusement, c'est le mode de transport. On nous l'a dit, au Japon, les trains sont à l'heure. Voilà, c'est une dinguerie. Et comme on dit, le calme olympien qu'il y a dans les trains. Moi, je vous dis, ils ont pas. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais c'est qu'ils ont tellement un tel respect que tu ne tousses pas, tu n'éternues pas. Moi, j'y suis allé. Donc, sur mes 4 fois, il y a une fois où j'y suis allé en décembre. Il faisait très froid. C'était un concert de. Ah, parce qu'il faut pas se moucher. Parce qu'il se mouche pas. C'est mal vu de se moucher en public, donc il renifle tout autant. Donc voilà, c'est sympa. Ok, bah écoute, merci beaucoup Ekichi pour ce premier Izakaya. J'espère que ce nouveau format vous a plu dans le chat et autour de la table. C'est beaucoup plus chill qu'avant. Les gars, la prochaine fois, c'est tout. Non, ça va, ils ont été bien. C'est Jérôme là, il commence à fatiguer. Il échafouine-nous. Du sucre, s'il vous plaît. Limite, ça, c'est le titre de ce podcast. Du sucre, s'il vous plaît. Et bah écoutez. Ah non les gars, il y aura pas de Maria Carey chantée par le boys band des mecs parce qu'en fait peut-être à la spéciale Noël. On nous demande peut-être à la chanson. Si vous êtes sage, on verra. Si vous êtes si vous êtes sage, voilà, super mal égale Jérôme, on nous dit voilà. Super. Franchement, un des ce que vous pourriez nous dire de plus beau, c'est que la seule chose que vous voulez pour Noël, c'est nous. Oui, ça serait joli. D'ailleurs, on prépare déjà la spéciale Noël. Oh bah oui, non mais bien sûr, on essaye d'avoir un petit peu d'avance. J'espère que cette émission vous aura plu, les amis, si vous l'avez écouté. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui nous écoutent sur Deezer, Spotify ou même qui viennent de voir potentiellement cette vidéo sur YouTube, à venir sur le chat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages et qui n'ont pas pu venir parce que c'était la finale du rugby. Je sais très bien, ça tombe mal. Mais j'avais pas envie de décaler juste pour du sport. C'est les lois, voilà. Par contre, et puis il y avait la GIA aussi. Hein. Après, par contre, c'était parfait. Merci beaucoup. On nous envoie. Merci beaucoup au chat. Merci beaucoup au chat. On nous demande la barbe blanche autant pour d'interactions GG, pour une première. On nous demande la barbe blanche pour toi pour Noël. Très agréablement surpris. Je vais acheter de l'oxygène. Ça commence à blanchir un peu là. Vous sacrifiez la finale, c'est beau. C'est pas ça. Alors je vous avoue, j'ai essayé. La passion avant tout. Déjà d'une, et j'ai essayé d'être dans le thème. J'ai mis un polo Guinness pour faire style que j'aime bien le rugby, mais en fait je regarde pas. Donc voilà. Mais non, c'était franchement très agréable. Comme l'a dit Jérôme, je ne m'attendais pas à avoir autant de réactions sur le chat. Je vous avoue même qu'on l'avait mis comme ça pour au cas où de pas louper un ou deux messages. Vous avez été super, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la chaîne Twitch. Voilà, il y a une super ambiance sur les lives. Donc si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous écoutez sur Deezer, Spotify, n'hésitez pas à venir pour les prochains lives. Il y en aura un par mois pour le late et il y en aura d'autres, beaucoup d'autres pour Chemical Production. Et je vous fais des gros bisous le chat, je vous fais des gros bisous les auditeurs et je vous fais des gros bisous les chroniqueurs. C'était la première du late de la saison 6. Salut à tous. Bisous. Abonnez-vous Abonnez-vous et suivez-nous. Suivez-nous, abonnez-vous. YouTube, Twitch, tout ça. Gros bisous.